déjà, on va commencer par vous souhaiter à tous une très belle année 2019. Bonne année à tous, santé, bonheur et reptile à toute heure. Voilà, et Kevin est là. Alors 2019, il va rester avec nous parce que Kevin, c'est lui qui est derrière la caméra, c'est celui qu'on appelle l'homme de l'ombre. Il travaille chez Reptiline depuis 10 ans maintenant et 2019 c'est une grande année pour nous tous puisque on va fêter les 20 ans de Reptiline. Yeah! Donc ça fait depuis la moitié que Kevin est avec nous et Clément qui vient de nous rejoindre. Donc les 20 ans c'est pas pour rien, c'est cool. C'est grâce à vous, grâce à tous nos clients qui nous soutiennent depuis le début. On vous remercie tous beaucoup pour votre confiance, pour votre soutien. Les clients qui viennent au magasin et surtout les clients qui nous achètent des produits et des animaux sur internet. Dieu sait que c'est pas évident d'acheter à distance, il faut avoir de la confiance. Donc voilà, ça fait 20 ans que vous nous faites confiance, c'est grâce à vous qu'on est toujours là, on se décarcasse pour que vous soyez heureux et que vous vous éclatiez avec vos animaux. Donc voilà, ils sont tous là, Kevin, Clément et Nico. Donc voilà, Kevin que vous voyez un peu moins, que vous avez souvent au téléphone, mais il est pour beaucoup dans la réussite de Reptiline depuis 10 ans. C'est celui qu'on appelle l'homme de l'ombre qui est derrière les caméras et tout ça. Quand même. Il est tellement beau. On devrait le voir plus souvent. Hein. Mettez-moi des pouces si vous voulez. Donc attends, viens Kevin parce que fallait qu'on leur annonce quelque chose. Voilà, alors pour nos 20 ans, on va fêter ça dignement parce que nous on n'est pas là pour rigoler, on aime la méga teuf, c'est pas juste un générique. Donc on vous invite tous, et on est là, on est tous les trois pour vous inviter, tous les clients de Reptiline, les amis des clients de Reptiline, à la méga teuf de l'année. Ça sera le 25 mai, le samedi 25 mai 2019 à la salle des fêtes de Gazeran. On fait une giga teuf, la super hard night party, ça va être délire. Donc on vous invite tous à venir, il va y avoir de la bière bien évidemment, il va y avoir du rock and roll bien sûr parce qu'on est à Reptiline, bordel de merde. Et donc il va y avoir du live, donc avec Loco Muerte qui va jouer, mon groupe. Évidemment, et donc les Lemon Cats, le groupe de mon chanteur qui vont faire des reprises bien rock'n'roll et métal des années 80-90, et ensuite il y aura DJ Match pour ambiancer le reste de la soirée pour se finir. Donc DJ Match qui est le DJ du mondial du tatou, donc un super DJ. Donc ça va être une méga teuf. On fait ça en partenariat avec nos amis de Silk & Bike parce qu'on est aussi des bikers, on aime la moto, donc ils viendront exposer des Harley, des choppers et tout ça. Donc ça va être une méga soirée. C'est à partir de 19 h, c'est à la salle des fêtes de Gazeran. Mettez ça sur vos agendas parce que ça va être du lourd, ça va envoyer sévère. Et on va vraiment faire la teuf, on va vraiment fêter ces 20 ans tous ensemble. Yes! Et merci encore pour votre soutien les gars. Donc on se voit bientôt. Allez, c'est parti. Le premier Herp World de l'année, on a du lourd au programme. Absolument, absolument. Donc le Herp Market. On commence par le Herp Market comme toujours, les nouveautés, les nouveaux produits. Et là on a du lourd à vous présenter, c'est les éclairages Arcadia. Donc Arcadia, cette célèbre marque d'éclairage et de produits pour reptiles anglaise. Donc qui est réputée surtout pour ses éclairages UVB. Depuis de longues années, ils ont un petit peu la lead avec d'autres marques, mais eux sont vraiment penchés sur le sujet. Donc ils mettent toujours au point des éclairages de qualité. Et là, ils viennent de sortir une nouvelle rente d'éclairage dont je vais vous parler. Mais avant, je reviens sur leur Néon T5. Donc les néons T5, donc on se sert beaucoup dans la terrariophilie d'éclairage néon pour apporter de la lumière, des UVA et des UVB à nos reptiles, ce qui est très important pour certains. Donc avant on avait des néons T8, c'était des néons assez gros, les néons classiques, donc on les appelait les T8. Ça c'est des T5, donc ils sont beaucoup plus minces, mais ils ont l'avantage d'éclairer d'éclairer beaucoup plus, d'émettre beaucoup plus loin les UVB. Donc en fait ils émettent des UVB au double de la distance des T8. Et surtout, ils en émettent pendant 2 fois plus longtemps. Nous, on en a plein la boutique de ces néons-là. Depuis 2011, on a installé toute notre boutique avec ces éclairages. Et on en est vraiment hyper satisfait. On fait très souvent des tests parce qu'on a des UV mètres et un indicomètre. Donc on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'éclairage parce que ça, je vous en parlerai plus tard. C'est très important de le faire.
pour savoir quelle quantité d'UV donner à vos reptiles, parce que les UV c'est bien dans un sens, ils en ont besoin, mais c'est aussi très dangereux les UVB. Donc il faut les mettre, mais les installer de la bonne manière et avec le bon matériel. Donc ils ont fait ces néons T5 qu'ils ont décliné en 3 pourcentages d'UVB. Donc celui-ci en 6% d'UVB. Donc pour des animaux qui vivent plutôt dans la canopie, plutôt tropicaux, qui n'ont pas besoin d'une forte émission d'UVB. Donc le 6%, donc qui est très bien pour des caméléons par exemple, qui ont une peau très perméable. Et ensuite ils ont le 12% d'UVB. Donc là, pour des animaux un petit peu plus qu'on pourrait appeler désertiques ou arides, ou, voilà, donc qui ont besoin d'un éclairage beaucoup plus intense. Donc comme par exemple les pogonas, les tortues, etc., les tortues de terre. Et là, leur tout nouveau néon, c'est celui-ci. C'est le 14% UVB, attention Détroit, Dragon, yeah! Celui-là, il est hyper Hong Kong foufou, les rois du Kung Fu. Donc, en fait, il est à 8000 Kelvin. Donc, une très très grosse luminosité. Donc, on les a testés. Donc attention, il faut bien respecter, parce que là ça on voit vraiment du lourd, donc il faut bien respecter les distances de sécurité. Mais moi j'en ai essayé un par exemple sur mon Varanus cumingi chez moi, donc je l'ai dans un AirTech, donc je l'ai placé derrière les grilles d'aération parce que sinon il allait le casser, hein, les gros varans c'est comme ça casse tout. Donc je l'ai mis derrière et j'ai mis un 54 watts. Et j'ai fait des tests avec l'UV mètre et donc déjà la lumière elle est incroyable et pourtant les fenêtres de grille sont assez petites. Mais quand je me rapproche à peu près à 15 cm, j'ai 100 microwatts au centimètre carré d'UVB. Donc les UVB on les mesure, l'unité de mesure des UVB c'est des microwatts au centimètre carré. Donc quand je me mets au niveau plus du sol, là où va être le varan, j'ai aux alentours de 40 microwatts, ce qui est déjà vraiment pas mal. Donc c'est vraiment des néons d'une très très bonne qualité. Et donc pour faire fonctionner ces néons, il faut habituellement un ballast. Donc c'est-à-dire 2 douilles qui viennent se clipser de chaque côté du néon et qui va alimenter votre néon pour pouvoir le mettre en marche et qu'il éclaire votre terrarium. Donc avant il fallait acheter un ballast. Il fallait acheter un réflecteur parce que si on laisse le néon comme ça tout seul, tout nu, il va éclairer de partout et ça ne va pas concentrer le rayon. Si on met un réflecteur, donc le long du néon qui concentre le rayon, on double l'émission du VB. Donc, allez, Excalibur. Tu veux les lus des UV. Et donc il est magnifique, on dirait le sabre laser de Yoda. Donc en fait elle existe en 3 tailles. Donc les 3 tailles que vous pouvez trouver en néon T5 parce qu'ils existent en 24 watts donc en 55 cm. Ils existent en 39 watts donc c'est 85 cm et ils existent en 1,15 m donc c'est 54 watts. Donc en fait pareil pour les rampes. Donc vous voyez une petite rampe hyper discrète, hyper design, j'ai envie de dire. Ouais, super sympa, avec des clips. Livré avec des clips pour pouvoir la clipser au plafond de vos terrariums ou les poser directement. Vous pouvez la poser directement sur votre cage, par exemple, sur un caméléon. Donc vous voyez, elle est munie d'un réflecteur intégré. Donc vous voyez, il n'y a plus de ballast, on ne s'embête plus de fil partout. C'est juste une petite réglette comme ça. On a un fil d'alimentation et la grosse puissance du truc, c'est qu'en plus on peut les linker, c'est-à-dire qu'on peut les relier les unes avec les autres. En fait, on peut en mettre jusqu'à 10 les unes reliées aux autres. Donc voilà. Des guirlandes de Noël. Des guirlandes de Noël. Donc en fait, le kit UVB Pro T5, il est livré dans ce magnifique packaging. Et vous avez donc la rampe avec le réflecteur et le néon. Et le tout pour une somme qui est à peine plus élevée que le prix d'un ballast T5 qui vaut aux alentours de 89 € en général. Donc pour plus ou moins cette somme, vous avez la totale, c'est-à-dire le ballast rampe, le réflecteur et le néon d'une qualité vraiment très très haute. Parce que combien de temps ça peut durer un néon comme ça 12 heures par jour? Alors, combien de temps il dure? Voilà, alors à l'époque les T8, on conseille, enfin et toujours d'ailleurs les T8, on conseille de les changer tous les 6 mois. Parce que pourquoi ces néons produisent des UV
Comment ils y arrivent à produire des UV? C'est que, en fait, c'est la combustion d'un gaz à l'intérieur du néon qui produit les UV. Donc forcément, comme il y a la combustion du gaz, ça s'use. Donc même si le néon continue à éclairer, le gaz est épuisé à l'intérieur et les UV déclinent et à la fin, il n'y en a plus. Donc sur un néon T8, les gros néons habituellement utilisés, en général, on conseillait, pour que ça soit bien efficace, de les changer tous les 6 mois. Et ces néons-là, vous pouvez les garder facilement 1 an, voire 1 an et demi. Nous, quand on faisait les tests dans la boutique, des fois, plus d'1 an et demi après, ils émettaient encore une quantité d'UV qui était suffisante pour la plupart des espèces qu'on élevait. Donc voilà, un excellent produit, excellente qualité. Donc je vous invite vraiment à regarder ce produit de près parce que c'est vraiment une petite révolution. C'est facile à utiliser, c'est esthétique, c'est techniquement super bien. Je m'en occupe. Voilà, tu seras plus doué que moi. Vas-y. Attends, je vais enlever le néon. Voilà. Alors pour ceux qui viennent de temps en temps à la boutique, vous pouvez les voir, ces rampes, on les a fixées sur les terrariums de nos tortues. Et notre gros terrarium Pogona qui est derrière, qu'on est obligé de déplacer pour le studio, pour mettre en place le studio. Vous pourrez les voir en fonctionnement, en live. Voilà, alors donc c'est des éclairages qui sont vraiment excellents et surtout au-delà de l'émission d'UVB, parce qu'on parle beaucoup des UVB, qui sont importants et qui peuvent être dangereux. On refera quelque chose de plus précis sur les UV parce que c'est un gros sujet à aborder sur les reptiles. Aujourd'hui, on utilise très mal les UV en captivité, nous en terrariophilie. On les utilise vraiment au doigt mouillé, on essaye d'en mettre le plus possible alors qu'en fait c'est pas vraiment ce qu'il faut. Ça crée des brûlures, ça crée de la déshydratation chez pas mal de reptiles, voire des problèmes aux yeux parce que les UVB c'est aussi dangereux pour les yeux. Donc il faut les utiliser de la bonne manière, c'est hyper important de bien vous renseigner par rapport à l'espèce. Chaque espèce de lézard n'a pas la même perméabilité au niveau de sa peau par rapport aux UV, etc. Donc il y a des distances de sécurité à respecter et tout. Donc c'est vrai que peu d'entre vous ont des UV mètres et des indicomètres comme nous on a, parce qu'effectivement c'est vrai que c'est des appareils qui coûtent un petit peu cher, ça coûte dans les 200-300 € pièce. Donc évidemment il faut en avoir l'utilité, mais normalement ça devrait être comme un thermomètre. On devrait impérativement l'avoir pour savoir, on a un thermomètre pour savoir quelle température il fait, parce qu'on sait que la température pour les reptiles c'est capital. Mais quelque part avec les UV on devrait tous avoir un UV mètre pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau de l'émission d'UV et est-ce que c'est pas trop. Parce que le trop c'est l'ennemi du bien. Donc voilà, c'est vraiment une petite parenthèse importante. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces néons éclairs font beaucoup de lumière. Et les reptiles héliophiles, tous les lézards diurnes, les tortues diurnes, etc., ont besoin de luminosité. C'est pour ça que quand vous mettez vos animaux au soleil, dehors, quand vous les exposez à l'extérieur, ils sont hyper vivaces, ils ont de superbes couleurs, ils ont un comportement beaucoup plus sauvage. Ils vont, même un Pogona, il va vous regarder genre comme ça. Tu fais bien le Pogona, t'as vu? Ouais. Le Pogona vénère. Et c'est la barbe. Et comment donc ça c'est pas les UVB parce que c'est pas en 5 minutes que tout le processus de calcium, de synthétisation du calcium se fait dans le sang. C'est juste le flux lumineux en fait et les UVA qui favorisent la coloration, qui favorise l'appétit, qui favorise la reproduction, qui favorise tout simplement le comportement, l'activité, exactement. Donc nous on a remarqué que nos reptiles, plus ils avaient de lumière, enfin nos reptiles diurnes en tout cas, plus ils avaient de lumière, plus ils étaient contents. C'est pour ça qu'on rajoute aussi souvent des LED sur nos terrariums pour avoir un très très bel éclairage au-delà du problème des UVB. Donc voilà, on voulait vous présenter ces produits qui sont vraiment très pertinents et qu'on aime beaucoup. Donc c'était le Herp of the Month, yeah, le Air Market par contre. Et on passe tout de suite au Herp of the Month. Alors là on va vous faire voyager dans un pays qu'on adore tous les passionnés de reptiles. L'Australie. On a notre pote Steve Irwin qui est avec nous. Comment ça va Steve, vieux briscard? I'm okay, I'm okay. Are you okay? Show me some money to lizard. De l'au-delà, il veut voir des varans. Nous allons parler de varans aujourd'hui. Vous savez qu'on adore les varans chez Reptile. On est tous passionnés de varans. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis passionné de varans. Et j'ai toujours aimé les grosses espèces, mais aussi les petites espèces. Et aujourd'hui, avec la nouvelle législation, malheureusement, on ne peut plus avoir de grosses ou moyennes espèces dans les animaleries. Voilà, il faut être capacitaire et tout ça. Donc, ça réduit considérablement le nombre d'espèces que vous pouvez voir en magasin.
Et aujourd'hui, on va vous emmener en Australie. Pourquoi en Australie? Parce que sur les 63 et quelques espèces de varans aujourd'hui recensées, je pense qu'il y en a 63. Alors tous les jours, il y a un nouveau changement de la taxonomie et tout ça. Donc c'est vrai que ça bouge beaucoup au niveau du nombre d'espèces. Il y a des nouvelles espèces même qui sont découvertes chaque année ou souvent, en tout cas, c'est assez étonnant. Où des espèces sont redécrites. Donc en fait, il y a grosso modo 63 espèces de varans actuellement et 28 d'entre elles vivent en Australie. Donc l'Australie, on peut dire que c'est la terre des varans. Ils sont gâtés les mecs. Ils sont gâtés et ils ont, parmi les 28 espèces de varans, ils ont le plus petit varan du monde, Varanus brevicoda, qui fait que 23 cm et 20 grammes. Et ils ont aussi un très très gros varan, le plus gros varan en Australie, c'est Varanus giganteus qui lui fait 2 mètres. Donc ils ont le plus petit et ils ont un géant. Alors c'est pas le plus grand du monde, parce que le plus gros du monde c'est le varan de Komodo que vous connaissez sûrement tous. Et pour vous dire, en fait, le varan de Komodo, il est 7500 fois plus lourd que le bravicoda, quoi, qui fait que 20 grammes. C'est toi qui as fait le calcul? Non, non, je veux pas vous en dire. Ouais, j'ai fait le calcul, je m'emmerdais, je me suis dit combien de fois ça fait un Komodo, combien de fois ça fait un bravicoda? Je pense que c'est 7500. Non, je l'ai lu dans un bouquin très bien d'ailleurs, qui s'appelle Monitored Lizard de Bert Endermuller, qui est un homme qui s'est beaucoup dédié aux varans, en fait, qui est à la fois un scientifique et aussi un éleveur. Il fait souvent du très bon travail. Il a écrit beaucoup de livres et d'articles sur les varans. Donc je vous le conseille. Et aujourd'hui, on va vous présenter 3 espèces de varans nains australiens. Pourquoi nains? Parce qu'ils sont de taille vraiment raisonnable, petite. Donc là, évidemment, c'est des juvéniles qu'on va vous montrer. Alors, on a 3 espèces. On a de la chance aujourd'hui, pas une mais 3. Vous avez vraiment de la chance. On commence l'année comme des guerriers. Yeah, la Trinité. Donc voilà. Alors on va commencer par l'espèce de varan nain la plus ancienne historiquement parlant en captivité en Europe. Donc c'est Varanus acanthurus, le varan à queue épineuse. Donc acanthurus, ça veut dire ça. Acanthe c'est épine et urus c'est la queue. Donc à queue épineuse. Donc Clément va vous montrer un juvénile magnifique. Alors c'est facile de savoir pourquoi on l'appelle à queue épineuse, hein, puisque quand on regarde sa queue, elle a des épines. Donc évidemment sur les juvéniles, ça se voit un peu moins que sur les adultes, hein, mais quand on passe à rebrousse écaille, ça pique. Hein. Donc en fait cette queue, elle leur sert à se bloquer. En fait, ils fréquentent souvent les zones de collines rocheuses, des infractuosités dans les rochers. Donc en fait, ils se servent de cette queue une fois qu'ils sont rentrés dans la crevasse pour boucher la crevasse, pour être difficile à extraire par les prédateurs. Donc là, c'est un jeune. Donc forcément, tous les animaux qu'on a sont nés en captivité puisque l'Australie a fermé, et c'est bien dommage, ses portes à l'export depuis les années 70. Donc même des gens qui font de l'élevage là-bas ne peuvent pas exporter leurs bébés. D'où cette absurdité qui fait que y a beaucoup de trafic éventuellement parce que les reptiles australiens peuvent coûter très cher. Et c'est vrai que bon, ça aiderait beaucoup qu'on puisse les acheter directement à des éleveurs en Australie. Ouais. Mais bon, c'est pas demain la veille. En tout cas, il y en a en Europe qui sont arrivés grâce à des eaux ou à des sources moins... On n'en parlera pas. Voilà, cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Mais en tout cas, Varanus acanthurus, c'est l'espèce qui est élevée depuis le plus longtemps en captivité, puisque j'ai la chance de connaître un des premiers éleveurs, un vieux monsieur très sympa allemand qui s'appelle Yue, qui a commencé à les élever en 1985. Donc ça fait très longtemps, il a une très bonne expérience, voilà, avant que Clément naisse. Voilà, vous vous rendez compte? Donc en fait, c'est génial de partager du temps avec ce monsieur qui a une très très grosse expérience, il en a sorti des centaines. Après, évidemment, quand j'étais aux États-Unis avec Alan Repachi, lui, l'année où j'y étais en 98, il avait sorti 1000 bébés. Il avait déjà sorti 1000 bébés? 1000 bébés, ouais. Il était vraiment en avance sur tout le monde à chaque fois. Il a toujours été en avance, il a toujours trouvé comment bien élever ces animaux, comment bien les nourrir, comment bien les reproduire. Donc c'est un petit varan qui est extrêmement sympa. Oui, il est calme. Hein. Qui est très calme. On peut, comme avec les gros varans, on peut faire avec les petits varans du training. Donc
En fait, il a une aire de répartition très très grande en Australie. Je vais vous montrer ça dans le bouquin. Alors, il y aurait 3 sous-espèces. Mais donc nous, l'espèce qu'on aurait en Europe, c'est Acanthurus acanthurus. Donc vous voyez, là c'est l'Australie. Donc c'est l'aire de répartition d'Acanthurus acanthurus, c'est celle qui est en gris. Donc elle va du Queensland ici, en passant par le territoire du Nord jusqu'au centre et en allant jusqu'au Kimberley, vraiment à l'ouest de l'Australie. Donc la zone en rouge, c'est Brachyurus, Acanthurus brachyurus. Bon, cette sous-espèce, elle fait pas l'unanimité chez tout le monde. Et la jaune là, c'est Insulanicus. En fait, parce qu'il vit sur des îles qui sont au large de la pointe nord de l'Australie. Mais ces 2 sous-espèces, évidemment, on les a pas en captivité en Europe. Et je sais même pas si beaucoup de gens les ont en captivité en Australie, parce qu'en Australie, ils sont aussi très protecteurs sur place sur leur faune. En fait, il y a peu d'éleveurs, il faut qu'ils montent patte blanche pour pouvoir élever des animaux et tout ça. Enfin, je vais vous raconter d'autres histoires, vous allez voir, c'est fou. Et en tout cas, c'est un petit varan qui est vraiment excellent et qui fait à peu près, donc avec la queue comprise, ça n'a pas une queue très longue proportionnellement, mais avec la queue comprise dans les 60 cm, on va dire adulte. Donc nez cloaque, on va dire dans les 25-30 cm, quelque chose comme ça, à taille adulte. Donc grosso modo la taille d'un pogona. Moi c'est la première espèce de varan australien que j'ai eu, parce que c'était la seule qui était à l'époque trouvable. Le premier que j'ai eu, c'était mon ami Philippe Gérard qui me l'avait offert, c'était son mâle, il avait un couple, Philippe Gérard qu'on voit souvent à la boutique. Donc voilà, parce que son mâle avait malheureusement, lors d'un accouplement, une tentative d'accouplement, il avait tué sa femelle. Donc j'avais récupéré son mâle, puis après j'ai réussi à avoir des femelles. Et c'est la première espèce que j'ai reproduit en captivité. C'était à la fin des années 90, donc ça remonte un petit peu. Et pour l'anecdote, pour vous dire que les varans sont extrêmement intelligents, à l'époque j'avais un incubateur dans une boîte polystyrène avec donc les fils du thermostat qui rentraient à travers des trous et tout. Et le premier bébé qui est sorti de l'œuf, j'étais tout excité, j'ai cherché partout, il n'était plus là. Et en fait, Prison Break. En fait, Prison Break, il s'était barré parce que c'est extrêmement intelligent. Donc, je vous dis, quand vous faites des terrariums pour ce genre de bêtes, il faut vraiment tout calfeutrer parce que le moindre interstice, ils vont le trouver et ils vont se barrer par là. Donc, mon premier varan, ma première reproduction d'Acanthurus, hop, il a réussi à se sauver. Alors que jamais personne n'était sorti de cet incubateur. Bah, lui, il a réussi. Tu l'as retrouvé? Et en fait, une semaine après, j'avais des toilettes dans ma pièce d'élevage. Donc, j'étais aux toilettes. Et en fait, il est passé devant mes pieds et je l'ai rattrapé. Devant tes pieds. Donc, voilà. t'étais assis? Ouais, j'étais aux toilettes. Bon, en fait, c'est ça. Et donc, je l'ai couru après, le cul à l'air. Et je l'ai rattrapé. J'étais fort content de l'avoir retrouvé. Et voilà, ça a été ma première expérience de reproduction avec Acanthurus. Et vraiment, voilà. Donc, c'est un super petit varan. Donc, après, je vais vous présenter déjà les 3 espèces. Et après, on parlera d'un petit peu comment ça se maintient, etc. Donc, ensuite, la deuxième espèce. Ça me fait vraiment plaisir de vous la présenter parce que ça a été aussi la deuxième espèce de varan australien que j'ai eu donc à l'époque dans mon élevage. C'est Varanus tristis orientalis. Donc le varan moucheté. Donc pareil, un petit varan australien qui est un petit peu plus grand, un petit peu plus longiligne. Donc vous allez voir avec un long cou. Alors celui-là à l'époque j'avais été vraiment, bon parce qu'il faut savoir qu'à l'époque ça coûtait vraiment une méga blinde ces petits varans australiens parce que c'était très très rare. Donc j'étais hyper content d'en trouver déjà et en fait donc vous voyez ils ont un cou, alors vraiment celui-là c'est vraiment l'archétype du varan australien avec le long cou. Hein. L'Acanthurus vous avez vu un cou assez court parce qu'il est terrestre, il vit dans les rochers mais plutôt à plat, il grimpe très bien hein, comme tous les varans, mais celui-ci il est plutôt arboricole, il va fréquenter plutôt les zones arborées, il est très à l'aise dans les rochers aussi. Donc il est dit que dans la nature, il monte carrément dans les nids des cacatoès pour manger leurs oisillons, etc., les adultes. Hein. Donc il y a 2 sous-espèces de Varanus tristis en Australie, le Varanus tristis orientalis, celui-ci, et le Tristis tristis. Donc la différence, c'est déjà au niveau de la taille. Donc le Tristis tristis est beaucoup plus grand, il peut faire jusqu'à 90 cm, 1 mètre.
Donc je vais vous montrer l'aire de répartition sur mon petit bouquin, comme ça va vous parler plus que de vous dire c'est au sud, à l'ouest du territoire du nord, etc. Et le Tristis orientalis qui est plus petit, plus coloré. Alors le Tristis tristis, lui, il a la tête toute noire en général, alors que le Tristis orientalis a la tête plutôt jaunâtre et plus claire. Donc ici, vous avez l'aire de répartition. Donc vous voyez, elle est gigantesque aussi, hein, parce que l'Australie c'est gigantesque. Regardez tout ce que ça représente, son l'aire de répartition de Tristis. Donc ici, vous avez Tristis tristis. Donc plutôt du côté est de l'Australie, enfin jusqu'au centre, donc, mais c'est une partie gigantesque. Et dans la partie ouest, donc c'est Tristis orientalis qui va jusqu'au Queensland, la pointe du Cap York, etc. Donc vous voyez, bon, c'est une très grande aire de répartition. Donc il peut y avoir plein de colorations différentes. Exactement comme chez Acanthurus, où il y a des colorations plus rouges qu'on appelle les reds, ou des colorations plus jaunes qu'on appelle les yellow. Akis, parce que c'est l'abréviation un petit peu familière de Acanthurus. Les Australiens disent Akis. Donc voilà, donc ça c'est pour le Tristis orientalis, donc un magnifique et très agile varan. Avec la gorge qui bouge beaucoup. Voilà, on voit très bien. Et regardez cette queue super longue hein, par rapport à l'Acanthurus. Lui, il n'a pas d'épines, bien sûr. Et une queue vraiment beaucoup plus taillée pour l'arboricole, qui est quand même un peu préhensile. Et très fine, très très longue, magnifique varan. Donc ça c'est pareil, ça a été mon deuxième varan australien, je les ai reproduits aussi. Et c'était un vrai bonheur de les élever. Et on va finir par la troisième espèce. Ouais, donc, il y a des gens qui le veulent, voilà. il y a des gens qui le demandent. Patience, il arrive celui-là. Alors celui-là c'est Varanus gloerti, le varan des rochers des Kimberley, le Kimberley Rock Monitor. Donc celui-là, ça a été mon rêve pendant des années. La première fois que j'en ai vu en vrai, parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez plus compte. Je veux pas jouer le vieux con, mais avec Internet, avec tout l'élevage qu'il y a eu et tout, vous voyez ça comme si c'était un Pogona et tout. Pour vous, c'est plus exceptionnel. Mais pour nous, c'était un truc de dingue. La première fois que j'en ai vu, c'était en 98 quand j'étais à Orlando. C'était les gars de Rare Earth qui sont des gars qui étaient hyper bons en varan. Notamment varan australien, ils avaient des trucs de fou. Qui avait, donc pour la première fois, il avait un yearling, un animal d'un an et demi, de varan de Kimberley, comme ça, de Gloerti, et je suis tombé totalement amoureux. J'ai toujours la photo de ce gars avec le varan dans mon bureau. Je voulais vous la montrer d'ailleurs, mais j'ai oublié de la prendre. Le moustachu là. Ouais, le moustachu qui est chauve. Voilà, c'était le boss de Rare Earth. Et pour avoir ces petits gars, je peux vous dire que c'était pas de la tarte. Le premier que j'ai eu, c'était au tout début des années 2000. Il venait des États-Unis et je l'ai eu grâce à un éleveur qui s'appelle Ray Hines qui est en Angleterre. Et j'ai réussi après à monter un petit groupe par la suite avec d'autres éleveurs. Et je crois que nos premières reproductions en captivité, on les a eues au milieu des années 2000, quelque chose comme ça. Et je pense que c'était les premiers en France. Cocorico. Donc, mais il y avait déjà pas mal de mecs, enfin plusieurs mecs en Europe, mais pas tellement qui en faisaient. Donc un varan qui est absolument fabuleux. Vous avez long cou, vous avez cette tête vraiment aplatie, incroyable. Et le tas de détails parce qu'il a le ventre tout plein d'ocelles, tout rayé. Les cuisses, vous voyez, avec des points. C'est vraiment une œuvre d'art. Le dos peut être très rouge en fonction des spécimens. Bon, sur les juvéniles, ça se voit pas trop. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, les couleurs arrivent. Ils ont cette bande latérale sur le côté de la tête qui est assez incroyable. Et petit détail, là vous le verrez pas, mais quand ils dorment et qu'ils ferment les yeux, regardez cette petite langue, mais quel mignon. Qu'est-ce que c'est adorable. Et franchement, adulte, c'est vraiment génial, quoi. Et en fait, quand ils ferment les yeux, ils ont un œil dessiné sur la paupière. En fait, on a l'impression qu'ils ont les yeux ouverts. C'est carrément délire, quoi. Donc, et cette petite queue super longue et rayée. Alors, en plus, ils vivent donc dans les Kimberley. Les Kimberley, je vous en ai déjà parlé. Hein, c'est à l'ouest, au nord-ouest de l'Australie. C'est cette place incroyable avec des monts rocheux où il est très difficile d'aller. Souvent, les gens, quand ils vont là-bas, ils y vont en hélicoptère. Enfin, là où il y a les reptiles. Donc c'est là où il y a le Morelia carinata et c'est là où on trouve le varan de Kimberley, donc le Gloerti. Donc lui, il vit plutôt dans les pans rocheux. Et quand la dernière fois, on a eu l'honneur de recevoir Matt Bonnet, donc ce spécialiste australien qui lui a été un peu partout en Australie pour voir les varans et qui les élève.
il m'a dit des choses étonnantes. Donc il y avait déjà une population selon lui qui vivait donc dans une zone où ils étaient plutôt arboricoles, ils vivaient pas dans les rochers. Donc ils sont d'une agilité incroyable. Vous les voyez se déplacer, ils sautent, ils grimpent partout et tout. Donc je vous expliquerai pour le terrarium, il faut un peu de hauteur parce que vraiment ils en profitent bien. Et étonnamment pour l'anecdote, Matt nous a dit qu'il était fou de les voir ici. Pour moi, je pensais qu'il allait trouver ça un peu banal, mais en fait, non, il était fou parce qu'en fait, il y a peu de gars qui les élèvent en Australie et apparemment, en Australie, ils coûtent 3 fois plus cher que ce que nous, on les vend en Europe. C'est le comble, quoi. Donc, c'est un truc de malade. C'est des animaux qui sont vraiment incroyables. J'en ai gardé, on en a toujours, hein, Kevin en a. Voilà, on a toujours un petit groupe d'élevage et c'est un de mes favoris parce qu'il est juste magnifique, ils mordent jamais, ils sont très, très faciles à apprivoiser et ils s'élèvent très bien en captivité. Surtout, moi j'en avais dans mon bureau pendant longtemps et c'est des vrais clowns toute la journée. Ils sont toujours en train de bouger et de fourrager, c'est super actif, c'est vraiment génial. Donc voilà, on est très content de vous montrer tous ces petits bébés. Donc, alors après, au niveau de l'élevage, donc ces 3 espèces ont des points communs. Donc notamment au niveau de l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, dans la nature, ils mangent énormément d'insectes, d'arthropodes, donc évidemment des araignées, des termites, des scorpions, tout ce qui bouge en termes d'insectes, arthropodes. Ils mangent aussi d'autres lézards, y compris des congénères. J'ai eu d'ailleurs à l'époque une expérience assez douloureuse avec les Gloerti. Il ne faut pas sous-estimer ces petits gars parce que j'avais des Gloerti juvéniles un peu plus gros que ceux-là et il y en a un qui était légèrement plus petit. Et je sais pas, j'étais pas là, mais lors d'une prise de nourriture, je sais pas ce qui s'est passé, il y en a un qui était en train de manger celui-ci. Donc il était quasiment de la même taille et il était en train de le manger. Et du coup, voilà, je suis arrivé, il y avait juste la queue qui dépassait. Oh la vache. Ouais, c'est Pac-Man en fait. Ouais, c'était les boules. Et je vous parle d'une époque où un Gloerti, sans vouloir être vénal, hein, mais ça valait 1600 € quoi. Donc bon, j'étais comme un ouf là en voyant ça et je disais non mon Gloerti et tout. Et en fait, il l'a mangé. Et pendant une journée, il avait la queue qui était enroulée dans la gorge, comme ça et tout. Il a mis quelques jours à le digérer, mais je voulais pas le faire régurgiter, j'avais peur de perdre les deux du coup. T'aurais pu le blesser. Ouais, j'aurais pu le blesser, donc voilà. Mais ils peuvent manger des trucs énormes, quoi. Kevin, il élève aussi des Varanus, un tout petit varan arboricole australien aussi. Il mange des blattes monstrueuses. Donc c'est des animaux, les varans, qui sont capables, comme un serpent, hein, de démantibuler leur mâchoire et d'avaler des proies très très grosses. Donc dans la nature, ils mangent aussi des lézards. Donc tout ce qui va gigoter, ils sont très attirés par le mouvement. Hein, dès qu'ils voient un truc bouger, moi quand je nourrissais quand je nourrissais mes Gloerti, des fois je lançais les criquets en l'air et en fait ils les attrapaient au vol quoi. C'était vraiment spectaculaire à voir. Donc l'alimentation, elle est principalement faite d'insectes en variant au maximum. Oh, ils mangent des micados l'enfoiré. Et Moi aussi. Et donc l'alimentation en captivité, on va vraiment donner principalement des insectes. Et moi je leur donne quand même des souriceaux, donc au stade fœtus ou alors sauteuse. J'évite le stade blanchon parce qu'en fait après analyse, il y a des diagrammes qui existent. Le blanchon c'est le stade le plus gras de la souris. Donc soit je prends des pinkies, soit je prends des sauteuses quand ils sont plus gros. Donc une fois par semaine en général je leur en donne et le reste du temps c'est des insectes. Donc c'est hyper important de très très bien nourrir vos insectes si vous voulez qu'ils soient bien nourrissants pour vos varans. Donc on fait ce qu'on appelle du gut loading, c'est-à-dire on recharge les intestins, c'est-à-dire qu'entre 24 et 72 heures avant de distribuer vos insectes, vous allez hyper bien les nourrir. Donc à l'époque, on donnait des oranges, des légumes frais. Et voilà. Maintenant, on peut donner par exemple des produits repas chics comme le Superload, qui est un mélange exprès pour ça, qui est hyper enrichi en calcium, etc. Donc très très bien nourrir ces insectes. Si vous ne nourrissez pas vos insectes, ils ne sont pas nourrissants pour vos lézards. Et c'est très important pour les varans d'avoir une très bonne nourriture. Donc, des souriceaux. Donc évidemment, ils pourraient manger des lézards. Parce qu'ils en mangent, ils adorent ça, mais je vous le déconseille en captivité
Pourquoi? Parce que déjà, bon, pour un amoureux des lézards, sacrifier des lézards, même si c'est pour les donner à d'autres lézards, ça fait mal au cœur. Mais aussi, surtout, c'est d'un point de vue sanitaire. Vous allez acheter des lézards pas chers pour les donner à vos varans. Vous ne savez pas ce qu'ils ont. Ils peuvent être plombés, avoir des parasites internes et tout. Et ça peut rendre vos varans malades, parasiter vos varans, etc. Donc moi, je déconseille fortement de donner des lézards, des gécoléopards, des trucs comme ça, parce qu'on ne sait jamais, les gécoléopards, ils sont souvent porteurs de coccidiose et tout, et donc ça, si ça passe dans vos varans, c'est vraiment les boules. Donc je le déconseille. Donc, mais plutôt des insectes et un petit peu de souriceaux et sauteuses. Tu as oublié de préciser la taille adulte du Gloerti. Alors, le Varanus gloerti, c'est pareil, c'est un petit spécimen, hein, donc on est sur des animaux qui vont entre 60 et 70 cm, la queue est très longue. En fait, nez cloaque, on est sur du 30 cm en général, voilà, et quelque chose de très fin. Un varan très élancé, on voit qu'il est fait pour grimper, pour sauter, pour grimper dans les rochers et les arbres, et c'est ce qui le rend si élégant, si sympa. Donc après, évidemment, ces varans, ils sont des vrais chasseurs, c'est des vrais furets, hein, toute la journée, voilà, dès qu'ils ont faim en tout cas, bon, c'est des reptiles, donc dès qu'ils peuvent économiser de l'énergie, ils l'économisent bien évidemment, mais c'est plutôt des chasseurs actifs. Donc ils sortent à certains moments de la journée et là ils chassent pas toute la journée bien évidemment. Donc pour arriver à fonctionner, à avoir un métabolisme hyper up comme ça, il leur faut des très bons points chauds. Donc pour ça, il faut des lampes qui créent des points chauds à 40-45 degrés. Moi, j'ai déjà vu mes tristis se chauffer sous les lampes, ils faisaient 60 degrés. Donc dans certains bouquins, on voit que ça peut monter jusqu'à 70. Donc il faut des points chauds très très chauds. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça leur permet de réchauffer leur corps très vite. Si le point chaud est à 35-30 degrés, il va mettre beaucoup plus de temps à réchauffer son corps et donc il ne pourra pas retourner chasser ou faire ce qu'il a à faire. Donc en fait, lui, ce qu'il veut, c'est chauffer très vite, très fort et très vite pour pouvoir retourner à ses occupations, etc. Donc c'est bien de créer des points chauds très chauds. Ensuite, il faut un éclairage UV parce que c'est des animaux qui en ont quand même besoin. Alors, j'ai eu une bonne discussion avec Matt Bonnet qui lui me dit que si les proies sont hyper bien nourries et tout ça, on peut se passer d'UV pour l'élevage de ce type de varan. Mais moi, je pense que c'est toujours sympa d'en mettre, déjà pour avoir un bon éclairage, ils en profitent toujours. Donc dans le bouquin de Danny Brown, il dit que pour un varan, la dose quotidienne d'UV c'est 300 microwatts. Donc il faut arriver à lui donner ça, donc c'est pas énorme. Dans la nature, ils ne s'exposent pas tout le temps pour avoir des UV et notamment pas tout le temps au soleil fort. Ils arrivent à exposer par exemple des parties plus perméables aux UV comme leur gorge par exemple et choper des UV par réflexion. C'est pas parce qu'un varan est dans l'ombre qui va pas par réflexion d'UV sur les feuilles ou sur les rochers ou sur le sable prendre de l'UV, de l'UVB notamment. Donc nous on leur met de l'UV, donc des néons 12%, des T5, voilà, et c'est vrai qu'avec l'arrivée des lampes tout en un comme les Solaraptor et tout, les gens ont sauté sur l'occasion pour utiliser ça. Moi en toute sincérité c'est des bonnes lampes, mais le problème, c'est qu'elles font les deux. Elles chauffent et elles éclairent. Donc, en fait, s'ils veulent de la chaleur, ils sont obligés d'avoir des UV. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils restent trop longtemps sous les UV, ils se brûlent aux UV. Donc, on a eu des Gloerti au départ qui avaient le dos tout roussi, des tristis qui ont pris un coup de sec à cause des UV, pas à cause de la chaleur. Vous n'aurez jamais ça avec une lampe céramique ou une lampe halogène. Donc, les lampes type Solaraptor, moi, je les déconseille pour l'élevage de ce type de lézard. Vaut mieux le faire à l'ancienne avec des bons halogènes. Et des néons UV, ça suffit largement. Et si vous utilisez des Solaraptor, il ne faut pas que ça soit le seul point chaud. Il faut mettre à la bonne distance et il faut qu'ils aient accès à un autre point chaud. Moi, en général, pour mes Gloerti, donc au niveau de la taille de terrarium, j'utilise des terrariums des AirTech de 90, 60, 100 parce qu'ils adorent grimper. Donc ça, c'est parfait. Je les ai en couple ou en trio là-dedans. Et évidemment, si vous voulez donner vraiment de la place, vous pouvez doubler en en mettant deux par exemple ou en faisant quelque chose d'1,80 m par 60 par 100, mais 100 de haut ça suffit largement pour du Tristis ou du Gloerti. Pour les Acanthurus, eux qui sont plus terrestres, un 120 par 70 par 50 ça suffit largement. Après ce qui est important c'est de bien aménager l'intérieur.
faire un grand terrarium pas super bien aménagé, c'est pas terrible. Et ce qu'il faut, c'est toujours bien aménager l'intérieur. Donc là, pour ce qui est des Gloerti et des Tristis, ça va être énormément de branches, voire des plateformes. Vous pouvez créer des plateformes rocheuses, mais faites attention que ça ne s'écroule pas et que vos varans ne se retrouvent pas piégés. C'est arrivé à pas mal de gens, c'est triste. Nous, on utilise donc des treillis en bois qu'on utilise dans les jardins pour faire pousser les rosiers ou les choses comme ça. C'est autoclave, ça pourrit pas, c'est super facile à visser sur les parois de vos terrariums ou à fixer, même si c'est des terrariums en verre, vous pouvez le fixer avec du silicone. Donc ils vont grimper dessus. Moi la nuit mes Gloerti ils dormaient dessus comme ça sur les cadres en bois et tout, c'est super marrant à voir. Donc ils utilisent tout l'espace. Et chez les Acanthurus, alors ça j'avais vu ça pour la première fois chez Alan Repachi à l'époque en 98, c'est ce qu'il faisait. Lui comme ils vivent dans des infractuosités rocheuses, il avait un peu répliqué cette chose-là et beaucoup d'Australiens font ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait il faisait un espalier en bois. Donc plusieurs couches de bois comme ça, comme un grand espalier, vous voyez, c'est un escalier avec des marches plus longues. Et comme ça, l'animal peut se cacher et choisir le gradient thermique à laquelle il peut se placer. Donc c'est une astuce, donc moi j'en avais fait en contreplaqué, parce que je faisais de l'élevage, donc bon, c'était un peu moche, mais ça marchait bien, puis c'est comme ça que j'avais vu Alan faire. Mais on peut le faire aussi plus joli avec des ardoises ou avec des plaques de carrelage ou toutes sortes de matériaux qui peuvent être plus naturels. Donc, mais il faut toujours bien sécuriser parce que les varans ils ont beaucoup de force, donc ils arrivent à déplacer les choses et des fois ils peuvent se faire écraser. Donc une autre chose que j'aimerais préciser qui est très importante, c'est qu'on ne maintient pas, on n'élève pas les juvéniles de la même manière que les adultes. C'est que les adultes de ces trois espèces sont extrêmement résistants au manque d'eau, à des températures extrêmes, etc., au manque de nourriture. Les juvéniles ils se déshydratent très très vite, même si c'est des animaux qui vivent plus tard dans des conditions très très dures. Donc pour les juvéniles, c'est très important, on fait un tout autre, au niveau du substrat surtout, on va utiliser une toute autre méthode. C'est que là on aime bien, nous ici faire, et je ne l'ai pas inventé, hein, c'est des gens qui avaient beaucoup d'expérience qui m'ont passé le tuyau. En fait, on met une bonne épaisseur de substrat, à peu près 5-6 cm, de mélange tourbe et sable fin, en fait pour qu'ils puissent bien creuser dedans et on le mouille à fond. Avec la chaleur du terrarium, la croûte du dessus sèche, mais le dessous est humide, exactement comme dans la nature quand ils vont creuser. Et, voilà. Et toutes les nuits, en fait, ces bébés varans, souvent, ils creusent les Acanthurus, même les Gloerti et les Tristis. Ils creusent en fait sous les pierres, sous les cachettes et tout ça. Et souvent sous la gamelle d'eau, vous allez trouver, vous soulevez votre gamelle d'eau, ils sont tous là. Et en fait, ils dorment dans la terre humide, comme ça, dans la tourbe humide. Et en fait, ça permet de bien faire les mues, de bien ramollir au niveau de la mue et tout ça. Comme ça, souvent vous avez des Acanthurus ils n'ont plus de doigts. Et ça, c'est souvent des garrots de mue en fait, parce qu'ils sont maintenus dans des conditions trop sèches. Et donc, ils sont pas assez hydratés et du coup, leur mue forme des garrots au niveau des doigts en fait. Et les doigts tombent. Donc c'est assez moche. Bon, ils vivent très bien comme ça, ils ont l'habitude, mais on va essayer d'avoir des animaux intacts. C'est quand même plus cool. Et donc, on a trouvé cette technique, enfin, Yue d'ailleurs, l'éleveur allemand qui lui en élève depuis très longtemps, il faisait ça tout le temps avec ses bébés Acanthurus. Il mettait même des feuilles mortes, lui, par-dessus la terre, pour que ça soit un peu plus sympa. Et c'est vrai qu'ils adorent ça, s'enfuir dans des retraites un petit peu humides comme ça. Donc, voilà pour les juvéniles. Oui. Qu'on soit bien d'accord, quand Nico parle d'humidité dans le sol, il parle bien du sol et pas de l'hygrométrie du terrarium. Exactement. Que vous mettez, je ne vous vois pas pulvériser vos terrariums de varans, il faut que ce soit humide. Non, non, non. On parle juste de la couche du fond et l'air est sec. Voilà, l'air en fait, de toute façon, comme c'est très bien ventilé et que vous avez des lampes qui chauffent beaucoup parce qu'on fait des points chauds-forts, l'air il va s'assécher, il va être une hygrométrie normale, voire un petit peu sec, mais ça c'est pas le problème. L'important toujours, hein, comme pour tous les reptiles, c'est qu'ils boivent. Donc on va les inciter à boire, donc ils auront toujours une gamelle d'eau à disposition, bien évidemment. Mais bon, les Tristis à part, parce que eux ils aiment pas trop être pulvérisés. Mais il faut savoir que les Acanthurus et les Gloerti, eux, ils apprécient particulièrement ça. C'est vrai que dans les Kimberley, pour les Gloerti par exemple, il y a des grosses, c'est des forêts de moussons et tout ça, donc il y a des grosses orages tropicaux et tout. Et moi j'ai remarqué que les miens, en fait, ça m'est venu comme ça, en les pulvérisant juste pour voir,
Ils se sont mis à boire, ils adorent ça en fait, une bonne pulvérisation, ils aiment ça et ils boivent sur les gouttes. Mais encore une fois, comme le disait Clément, c'est pas pour avoir une hygrométrie importante, c'est juste pour les inciter à boire et ils aiment bien les pulvérisations, ça les éclate bien. Donc voilà, c'est des espèces qui sont vraiment excellentes, vous pouvez les avoir sans certificat de capacité, bien évidemment, ils ne sont pas classés dans les espèces dangereuses. Évidemment, si vous restez dans le nombre des quotas qui est réservé à ces espèces-là. C'est quoi les quotas d'ailleurs Sur ces petits lézards-là, tu peux en avoir jusqu'à 25. 25? Ouais. Bon, faut un prêt à la banque, je pense. Voilà, il faut de la place et il faut bien rationaliser l'espace. Mais voilà, vous pouvez les avoir. Alors, par contre, maintenant, avec le nouvel arrêté d'octobre, il faut savoir qu'il faut qu'ils soient identifiés et adultes, il faudra les faire pucer. Alors, évidemment, quand ils sont tout petits, on ne peut pas les pucer, ils sont trop petits. Il faut vraiment attendre qu'ils soient à pleine taille adulte pour les pucer. Ça sera dans la cuisse. Donc, après, pourquoi ces animaux-là ne sont pas hyper fréquents en captivité, au-delà du fait qu'ils viennent d'Australie, c'est que, comme chez tous les varans, c'est la grosse problématique des varans en captivité, c'est que la reproduction est un petit peu plus compliquée et il y a un petit peu plus de problèmes que chez d'autres lézards. Alors les problèmes c'est quoi? C'est déjà, quand c'est juvénile, c'est très difficile à sexer. Il y a des lézards qui sont très faciles à sexer juvéniles, eux ils sont compliqués à sexer, c'est difficile de faire des éversions. On peut faire de la transillumination, donc mettre une lumière très vive au niveau de la base de la queue pour voir si on voit les hémipénis ou pas. Bon après je ne vais pas m'étendre sur la façon de sexer les varans parce que c'est un gros chapitre, on pourrait y passer du temps, mais retenez que c'est difficile à sexer. Deuxièmement, une fois qu'on a enfin sexé nos animaux et qu'on a des femelles et on est super content, il faut savoir que nos femelles varans, quelle que soit l'espèce, elles vont avoir un pic de reproduction. Un python juste par exemple, à 30 ans, une femelle, elle pourra toujours vous faire des super œufs. Les varans, en fait, au début, les pontes ne sont pas terribles, ensuite elles sont superbes, et pendant 2-3 ans, c'est top, et après, ça périclite. Sauf que ces animaux-là, ils vivent plus de 15 ans en captivité. Moi, le mâle que Philippe m'avait donné, je l'ai gardé pendant, je crois, 17 ans ou quelque chose comme ça. Donc ça vit très vieux. Donc ça veut dire qu'après vos femelles, vous les gardez, elles sont là, c'est cool. Évidemment, on est des passionnés, on garde nos animaux, hein, mais elles ne vous servent plus à la reproduction. Donc en fait, il y a un pic de fécondité. En plus de ça, l'incubation est très longue. Parce que c'est pour ces espèces-là, c'est entre 110 et jusqu'à 200 jours. Donc chez tous les varans, l'incubation est très longue. Ça peut aller jusqu'à 6 mois pour certaines grosses espèces comme les salvatores par exemple. Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et donc ensuite, voilà, on a des bébés. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens souvent, ils galèrent pour avoir des femelles. Souvent, ils gardent pas suffisamment de juvéniles parce que c'est pas facile à sexer, et puis ça prend de la place les varans, et puis ça prend de l'électricité, et puis ça prend du temps, et puis ça prend de la bouffe et tout ça. Donc ils gardent pas des centaines plein de reproducteurs. On met pas ça dans des tiroirs d'un rack et tout ça. Donc il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui mettent des programmes d'élevage en place vraiment costauds comme Yue a pu le faire à l'époque avec les Acanthurus et tout. D'ailleurs, lui, quand il a arrêté, il y avait quasiment plus d'Acanthurus en Europe, quoi. Enfin, en tout cas, on en voyait beaucoup moins. Donc, c'est toujours des petits éleveurs particuliers à droite à gauche qui ont des reproductions. Et puis, le jour où leur femelle, elle capote, s'ils n'ont pas gardé de femelles de renfort et tout ça pour leur programme d'élevage, la souche se tarit. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de ces animaux-là en captivité. C'est pour ça que c'est important, si vous êtes vraiment dédié et que vous vous intéressez vraiment à ces varans, de mettre en place des programmes d'élevage et donc du coup de rationaliser vos installations de manière à pouvoir accueillir toutes ces femelles et garder vos vieilles femelles et vos vieux mâles, etc. Et surtout que des fois, les animaux, ils marchent bien en groupe et puis un jour ils ne s'entendent plus. Il faut les séparer ou des fois il y en a un qui est blessé, il faut pouvoir le séparer. Donc ça prend vraiment de la place. Voilà, donc bon, on a déjà pas mal parlé de ces animaux fantastiques, donc je vous invite à venir les voir au magasin, parce que les voir en vrai c'est vraiment le top. Et j'en profite pour faire une petite annonce, si vous êtes intéressé par les varans dans les grandes lignes, on organise une formation spécifique sur les varans, une journée de formation, le dimanche 31 mars, ici à Reptiligne.
Donc il n'y a que 15 places disponibles. Il y a déjà plusieurs inscriptions. Donc dépêchez-vous si ça vous intéresse. Voilà, il y aura une partie théorique le matin avec des vidéos, un diaporama, on va expliquer plein de choses. Donc sur l'anatomie, la biologie, l'élevage en captivité et justement tout ce qui est renforcement positif, conditionnement, training et tout ça. Et l'après-midi, on viendra au magasin, on va faire du nourrissage, on va faire du training. Il y aura Laurine Avis qui sera avec moi avec son Varanus Prasinus Paco qui est très très bon en training et qui vous montrera tout ce qu'il est capable de faire, l'intelligence de ces animaux. Et moi aussi j'aurai mon Varanus Cumingi Tupac qui je vous montrerai un petit peu ce que je travaille avec lui. Donc voilà, donc ça sera le 31 mars. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous envoyer un mail à reptiline@gmail.com. Et c'est parti, on passe, parce que là on discute Varan, on pourrait en discuter des heures, mais on passe donc au Herbbook. Au Herbbook. Oh oui, le Herbbook. Alors aujourd'hui, il est dessous. Alors oui, il est dessous. Alors aujourd'hui on va présenter des bouquins. Donc en français, oui, les derniers bouquins qu'on vous a présentés étaient en anglais. Hein. Bon, il y en a qui étaient un petit peu frustrés parce que c'est vrai que nous en France, tout le monde ne parle pas l'anglais. Et là, on a la chance d'avoir de très bons bouquins en anglais. Donc j'ai eu... Ah, en français, pardon, ouais, désolé. Et donc j'ai eu plusieurs demandes pour des livres en français, et notamment des livres sur les maladies des reptiles. Donc je vous en propose deux aujourd'hui, donc écrits par le même auteur, donc celui qu'on appelle dans le rock'n'roll, hein, celui qu'on appelle le boss, c'est Bruce Springsteen, et dans la médecine vétérinaire sur reptiles, celui qu'on appelle le boss, c'est Lionel Schilliger. Ah ouais. Voilà, donc le fameux docteur Schilliger dont on va parler juste après. Et oui, c'est lui notre Reptile Hero du mois. Donc, alors, deux livres. Un livre aux éditions Philippe Gérard, donc notre ami Philippe Gérard dont on a parlé tout à l'heure, qui a été, on doit le dire, un des premiers en France à faire une maison d'édition pour sortir des livres en français. Donc vous pouvez lui dire merci s'il y a eu des livres en français sur les reptiles. Ça a été un des premiers à le faire. Donc il avait fait ce petit guide Allo Veto avec Lionel. Donc c'était 100 questions et réponses sur les reptiles. Donc c'est des questions simples. Mon reptile a ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et vous avez la réponse. Donc c'est très facile à lire. C'est des vraies situations parce que Lionel a une très très grande, comme il consulte des reptiles depuis très très longtemps, il a une très très grande expérience. Donc il y a évidemment des illustrations. Donc toutes les pathologies les plus courantes sont traitées. Donc un petit fascicule qui est vraiment bien fourni et qui est très utile pour à peine 12,20 €. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et si vous êtes vraiment plus en recherche, vous voulez encore plus approfondir, parce que vous vous intéressez fort aux reptiles, parce que vous avez des reptiles à soigner ou parce que vous voulez passer un certificat de capacité, etc., vous voulez en savoir plus, il y a le guide pratique des maladies des reptiles en captivité, toujours par Lionel Schilliger. Donc là, c'est plus donc comme un dictionnaire pratique où il va y avoir chaque terme d'expliquer et des exemples. C'est vraiment très très bien fait, pareil. Alors c'est assez facile à lire. Bon, il y a des passages qui sont un peu techniques, hein, je dois avouer, où des fois faut s'accrocher un petit peu plus, mais c'est quand même accessible à tous et c'est très bien fait. Donc voilà, deux livres français, écrits en français par notre célébrité Lionel Schilliger, un français, The Boss. Et du coup, voilà, on passe directement à My Reptile Hero. Donc le docteur Schilliger, ça me fait très plaisir de vous le présenter parce que jusqu'à présent, on a fait My Reptile Hero, on a parlé beaucoup d'Américains et voilà, mais on a des grosses pointures en France et pas des moindres parce que donc Lionel Schilliger, c'est celui qu'on appelle The Boss. C'est un spécialiste, un docteur vétérinaire spécialiste des reptiles. C'est pas qu'une sommité en France, mais c'est une sommité internationale. Donc Lionel Schilliger, je le connais depuis très longtemps parce qu'on vivait dans le même département. Donc en fait, je le connais depuis 1995. Il s'occupe de mes reptiles depuis 1995. Il m'a sauvé plein de mes reptiles.
C'est vraiment un excellent professionnel et un être humain incroyable. Je suis vraiment heureux de le compter parmi mes potes parce qu'il est, en plus d'être hyper bon, il est hyper sympa et il a un talent, c'est qu'en plus d'être un excellent vétérinaire, il est capable évidemment d'écrire des bouquins très techniques. Je vais vous expliquer tout ce qu'il a fait, hein, c'est assez impressionnant. Mais quand vous allez le voir et que vous êtes en consultation avec lui, il va trouver des mots hyper simples pour vous expliquer tout ce qui se passe dans votre reptile, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, et c'est incroyable. En plus, il est lui-même terrariophile, hein, puisqu'il a toujours eu des reptiles depuis très jeune. Il a des Morelia viridis, il a du boa canin, voilà, il est capacitaire. Et la petite anecdote, c'est qu'on a passé notre certificat de capacité dans le 91 ensemble, on était en commission ensemble en 96, quoi. C'est assez marrant. Donc voilà, il a toujours été passionné par les reptiles. Alors le Lionel Schilliger, bon, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais je vous montre sa photo. Voilà. C'est lui. Alors évidemment, il n'a pas eu toujours cette attitude sérieuse et professionnelle, hein, parce que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'humour et qui ne se prend pas au sérieux, c'est ce qui est génial avec lui. Donc le voilà dans ses jeunes années, toujours fan des caméléons, avec cette tête joviale qu'on lui connaît bien. Voilà, Lionel quand il était jeune, passionné, il l'est toujours. Et c'est avec toujours fasciné par les reptiles. Donc si vous ne l'avez jamais rencontré, regardez cet homme séduisant. Hein? Clément, le trouves-tu séduisant? Si je réponds, est-ce que ça fait de moi Non, Non. ouais, il est beau gosse, ouais. Mais ce que j'aime surtout, c'est les vêtements, parce que là, on voit pas, mais il porte une blouse hyper de classe. travail avec des motifs qui sont là pour rassurer ses patients, bien sûr. Là, il a la classe. Voilà, il a la blouse qui va bien, la blouse exotique. Donc voilà, Lionel, c'est vraiment un personnage incroyable. Il gagne vraiment à être connu. Donc en fait, il a été diplômé de l'école nationale vétérinaire de Nantes en 1989. En 1990, il a fait une thèse sur les parasites des reptiles en captivité, une thèse assez énorme où il y avait un bon passage sur les acariens qui était très intéressant. Il est membre évidemment de plein d'associations à la fois herpétologiques et terrariophiles, mais aussi des associations de vétérinaires partout dans le monde, comme l'Association of Reptilian and Amphibian Veterinarians. Il faut le savoir, plusieurs diplômes aussi américains. Il a carrément été passé des diplômes de médecine vétérinaire spécialisée reptiles aux États-Unis. Il avait déjà pourtant de la bouteille et déjà plein de diplômes. Il est allé là-bas passer des diplômes pour vous dire comme il est féru. Il a aussi vocation à partager sa passion et à partager ses connaissances, puisqu'il a aidé beaucoup d'autres vétérinaires à se qualifier au niveau des reptiles, et il donne des cours toutes les semaines à l'école vétérinaire de Maison-Alfort aux jeunes étudiants vétos qui veulent dans la spécialité herpéto. Donc il fait ça, et il est auteur évidemment de plein de bouquins et surtout plein d'articles. Donc, que je ne vous ai pas présenté parce que c'est des articles pour les vétos, donc très très techniques. Donc il en a écrit des tonnes. Et surtout, dernièrement, en fait, un accomplissement pour sa carrière et une grosse, je pense pour lui, une grosse fierté, c'est qu'il a écrit un gros chapitre dans le Madère, donc sur les reptile médecine et chirurgie. Donc le Madère, en fait, c'est la Bible des vétos dans le monde entier. Donc ça sort aux États-Unis et c'est le 3e bouquin qu'il a sorti aux États-Unis cette année. Et donc celui-ci, c'est un peu une consécration, parce que pour écrire dans ce genre de Bible des vétos du monde, il faut un peu savoir de quoi on parle. Donc attention, là ça pèse lourd. Et évidemment, il fait des conférences partout dans le monde. Donc cette année, il a fait des conférences en Chine, aux USA, en Italie, en Roumanie aussi. Étonnamment, ils ont de quoi se payer quand même des vétos, c'est cool. Allez, c'était une blague, putain, c'est bon. Voilà, Lionel Schilliger, il exerce à Paris. Donc à l'époque, quand on s'est rencontrés, on était tous les deux dans le 91, donc il avait une clinique à Chilly-Mazarin. Et après, il a migré à Paris, donc à Porte d'Auteuil, rue Le Comte de Lille, où il a installé une très belle clinique. Et
en plus de ses compétences, comme je vous le disais, il est équipé d'un matériel de pointe. Donc il a une radio numérique, de quoi faire des échographies d'une manière hyper précise et tout. Des micro-caméras pour voir à l'intérieur des reptiles, etc. Enfin vraiment, il est hyper équipé. Il y a encore 2 jours, j'étais chez lui pour faire sexer des petits varans Prasinus par radio et par échographie. C'était très intéressant. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très compétent, très humble et qui partage. Et vraiment une personne que je tenais à vous présenter parce qu'il a fait beaucoup, mine de rien, pour la terrariophilie en France. Il a sauvé énormément de reptiles, il fait énormément d'études sur tout ce qui est virus, toutes les nouvelles pathologies qu'on peut trouver en élevage. C'est quelqu'un qui est toujours en train de se remettre en question, qui va toujours de l'avant. Donc, qui du coup concentre aussi tout le savoir des autres vétérinaires qu'il rencontre au travers le monde pour condenser tout ça. Et vraiment, si un jour vous avez quelque chose d'hyper pointu sur vos reptiles, ça vaut vraiment le coup de vous déplacer jusqu'à la porte d'Auteuil pour aller dans son cabinet. Et vous verrez, c'est une personne charmante. Et on lui souhaite une super année. On le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis toutes ces années. Tout son investissement au niveau de nos animaux pour leur bonne santé et tout ça, et puis d'être aussi cool et aussi sympa. À chaque fois on se marre bien, on a déjà fait plusieurs émissions de télé ensemble, on a bien rigolé. Donc voilà, reste pareil tonton Lionel, c'est top. Et puis voilà, j'espère que vous vous intéresserez à toute son œuvre et tout ce qu'il a fait. Voilà, je vous invite à le rencontrer et je vous dis, on passe aux questions maintenant. Yes! Alors, est-ce qu'on a reçu des questions sur la boîte mail de Herpworld? Parce qu'on a une boîte mail, ceux qui ne savent pas et vous voulez qu'on réponde à vos questions en priorité, les posez pas ici. Il faut les poser sur notre boîte mail herpsworld@gmail.com et on les sort, on les répond avant tout le monde. Exactement, sauf que j'étais tellement débordé aujourd'hui que je n'ai pas pris le temps de sortir les questions. Donc alors on va regarder direct sur la boîte mail, désolé, hein, donc il y avait un mail que j'avais pas ouvert, avec plusieurs questions d'ailleurs, alors on pourra peut-être pas répondre à toutes les questions. Ah, j'avais trop soif là. Cheers, bonne année à tous. Tiens, pendant que je cherche tout ça, tu peux répondre à une question. Il y a Vincent Ferrieux qui demande qu'est-ce que c'est comme varan sur le logo et pourquoi tu as choisi celui-là? Alors, sur le logo, c'est Varanus macrei. Donc, c'est un varan qui est lié au complexe Prasinus. Donc, qui a été. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que je le trouve. Déjà, j'adore les varans. Et je le trouve incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un varan qui a été découvert assez récemment sur l'île de Batanta. C'est au large de la Nouvelle-Guinée-Papouasie, de l'ouest de la Nouvelle-Guinée-Papouasie. En fait, il est endémique de cette île et il est bleu, quoi. C'était un truc de fou. La première fois qu'on m'a montré une photo de macréi, c'était un pote anglais qui a un partenariat dans une ferme en Indonésie et il me sort une photo avec un Prasinus vert, un macréi bleu et un Rezengeri jaune. Donc il m'a dit ça, c'est pas du Photoshop. Et à l'époque, personne n'en avait nulle part. Et ça m'a complètement bluffé. Et donc ça m'a fasciné. Et surtout des reptiles bleus, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, c'était comme un Prasinus, mais bleu. Donc je l'ai trouvé totalement fantastique. Et le premier qui les a importés en France et un des premiers en Europe, c'était Karim Dawes de la ferme tropicale. Et j'en ai acheté 5 à l'époque. Pour monter un petit groupe d'élevage, voilà, et donc j'ai essayé de les reproduire. Je les ai pas reproduits, je les ai revendus à un autre éleveur parce qu'en fait j'avais trop de varans et j'arrivais plus à tout suivre. Problème, quoi. Mais bon, c'était voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est un animal qui est incroyable, qui est totalement emblématique et qu'il faut absolument reproduire en captivité parce que bon c'est une aire de répartition très très petite et c'est pour ça que j'avais choisi cette espèce de Varanus macrei pour faire le logo de Reptiligne. Donc macrei, ça vient du nom de Duncan McRae. Duncan McRae, en fait, c'est un Anglais qui a immigré en Indonésie et qui avait là-bas une sorte de ferme d'élevage. Il faisait de l'import-export. Il a été responsable de pas mal de découvertes parce qu'il envoyait des chasseurs un petit peu partout pour trouver des animaux. Et donc ils l'ont nommé en son honneur. Je me demande si c'est pas lui qui a chopé le premier holotype, c'est-à-dire l'animal qui a servi à la description. Cool. Voilà.
T'as toujours énormément à dire, hein, c'est incroyable. Quelle Désolé. petite science. Non, c'est cool. On a une question alors finalement sur la boîte Airworld. C'est Solène peut-être, qui pose la question. Elle en a deux en fait, trois. Que pensez-vous de la vague de terrariophilie 100% bioactif, surtout pour les serpents? Elle comprend bien que pour les petites grenouilles ça peut fonctionner, mais pour les serpents elle est un peu sceptique concernant la maîtrise des populations bactériennes, etc. Pourquoi ça se marre là? Non mais, alors, bon. Ok, alors Clément va pouvoir bien vous en parler parce que lui il est pro bioactif et tout ça. Moi, pas trop. En fait, j'ai rien contre. Au contraire, je trouve que c'est super. Enfin, pourquoi pas. Après, pour les serpents, je trouve ça plus compliqué, surtout quand on en a pas mal. Les serpents, moi, je préfère les garder dans quelque chose de facile à nettoyer. Et en plus, bon, bah, si on met des plantes, les serpents, par essence, ça écrase tout, quoi. À part certains serpents un peu arboricoles, assez délicats ou pas très gros, ou des choses comme ça, voilà. Ça va marcher, mais si on met des boïdés divers et variés, les plantes, bon, elles ramassent. Et s'il n'y a pas de plantes, je vois pas trop l'intérêt d'un terrarium bioactif. Et bon, après voilà, c'est que mon point de vue, hein. Moi, je ferai pas ça pour les serpents. Je sais qu'il y en a qui le font dans les zoos ou des choses comme ça. Mais quand on commence à avoir pas mal de serpents, il faut toujours rationaliser pour l'hygiène et tout ça. Je trouve ça un peu plus compliqué. Et puis bon, en plus le substrat meuble dans la gueule des serpents et tout, moi, pour des serpents terrestres et tout ça, je suis pas trop ambiancé ça, je suis pas trop pour. Mais par contre, pour le reste, pour certains lézards, voilà, Clément il est féru de ce genre de choses et il peut vous parler des terrariums bioactifs, hein, c'est très intéressant. Hein. Quel est le principe d'ailleurs d'un terrarium bioactif pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est? Ouais, parce que étonnamment, c'est bien développé en Allemagne, c'est bien développé en Angleterre, beaucoup aux États-Unis et pas beaucoup en France. On en parlait. On est toujours un peu la dernière roue du carrosse. En France, on est un peu comme ça. Donc un terrarium bioactif, ça reprend un peu les mêmes principes qu'un aquarium, c'est-à-dire qu'on va avoir une population de bactéries, de champignons, de petits insectes, tout ça qui vont se développer qu'on va installer dans le terrarium pour prendre soin du terrarium. Alors, pour rester dans la question de Solène, c'est sûr que dans un serpent, c'est compliqué de garder le terrarium bioactif sur le long terme. Le fait que les terrariums restent bioactifs, c'est les déchets produits par les animaux qui vont alimenter les colamboles, les cloportes tropicaux, les vers de terre, les petits mille-pattes qu'on trouve dans le sol, qui va être assez profond. Un serpent, surtout quand tu parles de boïdés, donc qui font assez peu de déjections, pour les nourrir, ces petits gars-là, il va falloir le nourrir très souvent, qui crottent. C'est pas super pratique. C'est pas impossible, il y a des gens qui y arrivent. C'est vrai que pour garder des plantes avec un serpent assez costaud, hein, mettons le python royal, tout le monde possède du python royal. J'ai déjà vu des Américains qui le font, hein, qui maintiennent du Bradley, j'ai déjà vu du python royal, j'ai déjà vu Virilis, les Gutata. Il faut bien sûr choisir des plantes de manière assez logique. Le Bradley, il était avec un yucca. Un yucca, c'est quasiment un arbre, quoi. Il a un tronc très très puissant, il a des racines qui vont bien l'ancrer, donc ça c'est possible. Après, effectivement, quand on maintient plusieurs terrariums, plusieurs serpents, ouais, comme le dit Nico, effectivement, d'un point de vue santé du terrarium, entretien, c'est plus facile d'avoir un terrarium bioactif éventuellement avec son serpent, mais ça reste quand même beaucoup plus viable avec des amphibiens ou des lézards qui vont faire des déchets quand ils vont manger, des insectes vont mourir dans des coins, etc. etc. Donc 100% bioactif pour les serpents, j'y crois pas non plus quand il y a des déjections faites par un serpent. On sait que ça peut être quand même assez gros. Ouais. On peut pas le laisser juste au clean-up crew, comme ils les appellent les Américains. On peut à l'équipe de nettoyage. Voilà, à l'équipe de nettoyage. C'est toi qui me traduis pour le coup. On va le retirer au bout d'un moment. Mais donc c'est sûr que ça peut aider, ça donne une odeur différente au terrarium, ils se sentent meilleurs. Mais encore une fois, je pense vraiment qu'un terrarium bioactif pour un serpent, il faut en avoir un ou deux, mais on peut pas se dire que je me fais toute une batterie juste. Une pièce d'élevage bioactif. C'est peut-être pas possible. Peut-être que c'est possible. Hein, quelqu'un qui veut vraiment l'habitude du truc. Pour moi encore, ça reste encore nouveau. Hein, je suis encore en train de potasser le truc. Mais voilà. La deuxième question, elle a un Hog Island d'1 an. C'est bon, très bon choix. Excellent choix. Qui fait on adore les bois constructeurs à Hog Island. Ils sont nains pour ceux qui ne savent pas. Ils vivent sur une île qui s'appelle l'île Hog. Donc elle voudrait savoir concernant la Boostify, elle donne à peu près, elle donne à manger 5 jours après les crottes.
Est-ce que c'est une bonne façon de nourrir ça, 5 jours après les crottes? Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ça dépend de l'âge du spécimen, ça dépend de son sexe, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Donc, déjà, de base, c'est des boas nains. C'est des boas qui vivent sur une île où il n'y a pas de la nourriture toute l'année. C'est pour ça qu'ils sont devenus nains. Les premiers Hog Island qu'on a eu au début des années 90, les premiers spécimens trouvés sur l'île de Hog, c'était des animaux d'entre 1m20, 1m30, 1m40. Aujourd'hui, en captivité, on voit des Hog Island qui font 2 mètres. Donc ça, c'est Noé, ça a été trop nourri. C'est des animaux qui doivent être tout fins. Toi, tu as eu un couple de Hog Island qui est assez vieux. Ouais, ils font ça. Et ils font combien en poids? En poids, 1,6 kg. 1,6 kg. Bon, voilà, un constricteur normal va faire 7-10 kg. Donc voilà, c'est vraiment du nain. C'est comme tous les animaux insulaires comme ça. Tous les boas insulaires sont souvent de petite taille. Donc en fait, c'est pas pour rien qu'ils sont comme ça. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de la nourriture tout le temps. Donc en captivité, il faut un petit peu refaire la même chose. Donc tant qu'ils sont petits, qu'ils sont en croissance, vous pouvez les nourrir toutes les semaines, qu'ils aient fait leurs besoins ou pas, parce que c'est des animaux qui sont assez sédentaires. Donc le fait qu'ils ne fassent pas leurs besoins, c'est aussi parce qu'ils ne bougent pas beaucoup et qu'ils stockent. Donc on n'est pas obligé d'attendre que la crotte sorte pour redonner à manger. Sur Aboïdés, c'est pas comme ça que ça marche. Mais donc moi, ce que je conseille, c'est de les nourrir avec des proies pas trop grosses toutes les semaines quand ils sont en croissance. Pas blindés avec des grosses proies comme on pourrait le faire sur du colombien. Et qu'ils arrivent à une taille normale et qui restent bien carrés. Un boa c'est pas rond, un boa c'est carré. En Island, ça doit être bien carré, bien rectangulaire comme ça. Et adulte, ça doit manger des petites proies. Et si c'est un mâle, le moins souvent possible, tous les 15 jours. Si c'est une femelle, un peu plus quand elle est en phase de reproduction et un peu moins après. Mais plus vous allez la rendre grosse, plus ça va être dur de la reproduire. Exact. Alors après, tu poses une question sur l'humidité. Bon, bah, comme d'habitude, hein, l'humidité du terrarium, on la zappe. On veut pas de terrarium humide. Pas on de veut que le serpent s'hydrate en changeant en buvant de l'eau comme moi. En buvant de l'eau, mais on zappe l'humidité. On veut pas chercher une humidité particulière. UV, évidemment, non. Hein, vu qu'il mange des proies complètes, il trouve sa D3 dans ses proies, donc il n'y a pas. Ouais, puis c'est des animaux crépusculaires et nocturnes, ils n'ont pas besoin d'UV vraiment. En plus, comme ils n'ont pas de paupières, si on met des UV trop forts, ça peut leur créer des problèmes au niveau des yeux. Maintenant, ils ne vont pas fondre non plus. Hein. Je veux dire, dans la nature, ils en prennent quand même, mais c'est pas nécessaire parce qu'ils mangent des proies complètes. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de ça pour avoir de la D3 et du calcium et pour assimiler le calcium grâce à la production de la D3, etc. Exact. La lumière, bah, on pourrait installer une petite lampe au-dessus du terrarium pour faire un rythme jour-nuit. Ils n'en ont pas spécialement besoin, mais ça les rendra toujours plus beaux. Bah, dès l'instant qu'il y a de la lumière dans la pièce, bien évidemment, il n'est pas obligé de mettre un éclairage. Maintenant, c'est vrai que moi je conseille souvent, quand vous chauffez vos serpents, en fait, si c'est dans des pièces d'habitation, vous ne pouvez pas uniquement chauffer avec un tapis chauffant parce que l'ambiance est trop fraîche. Donc un tapis chauffant, ça fait un point chaud au sol. Mais ça chauffe pas l'air, on ne peut pas chauffer tout un terrarium dans une pièce à 20 degrés avec un tapis chauffant, c'est pas possible. Donc on va être obligé de rajouter une lampe. Donc on peut utiliser une lampe qui fait de la lumière pour la journée, donc comme un halogène, moi j'aime bien utiliser des halogènes. Donc ça va chauffer l'air ambiant, mais ça va aussi faire de la lumière, ce qui rendra ça éclaire bien, ce qui rendra votre serpent beaucoup plus joli, comme disait Clément. Exact. Et elle pose une question qui, à mon avis, vous êtes beaucoup à vous poser, donc c'est pas mal, on va en faire profiter tout le monde. Elle demande à quelle taille est-ce qu'elle va changer le terrarium. Comment est-ce que tu te dis, tiens, là il a les 3, là je le change. Est-ce qu'il y a une règle? Comment est-ce qu'on peut les aider là-dessus? Toujours est-il, je pense qu'il n'y a pas de règle. En fait, c'est au cas par cas. Si on parle toujours du boa. Là c'est toujours le Hog Island. Voilà, donc bon, à Hog Island, quand ça naît, ça fait à peu près 25 cm, quelque chose comme ça. Donc au début, on va pouvoir le mettre dans un terrarium entre 30 et 45 cm. Moi, je dirais qu'on peut le garder dans cette terrarium jusqu'à ce qu'il fasse dans les 60-70 cm. Parce qu'un serpent, ça n'a pas besoin d'être toujours étendu en long complètement. Hein, donc, ils aiment bien les endroits un petit peu confinés et tout ça. Donc, on peut le faire grandir et définitivement ensuite le mettre dans un terrarium entre 90 et 1 mètre de long. Une fois adulte, ça suffit largement pour un hog de la bonne taille, de la vraie taille d'un hog, quoi. Moi, ils sont dans des Arctec 90, voilà, 90, 60, 50. Ça va très très bien. Hein, donc, voilà, pour du boa de petite taille. Il y en a même qui les élèvent en rack parce que bon, ils leur donnent pas de hauteur. Alors, c'est un boa qui aime bien grimper.
mais il peut être élevé à plat. Moi, j'aime pas les élever en rack parce que les boas, dès qu'il y a un interstice, ils poussent et ils se font souvent des abcès au rostre. Donc c'est pour ça que les boas, je préfère toujours les avoir en terrarium. Voilà, j'espère que ça te va. Si ça ne va pas, tu renverras un autre mail et on répondra au reste. La troisième question, c'est une question intéressante. Hors Taurus, donc le Taurus c'est un petit acarien prédateur d'acariens. Elle veut savoir, est-ce qu'il y a des méthodes douces et efficaces contre les acariens? Alors, pas tellement. Parce qu'on peut enlever un peu des adultes en leur donnant un bain, parce que bah, souvent vous voyez vos serpents quand ils ont des acariens, ils vont dans l'eau, hein, tout simplement. Donc en utilisant de l'eau légèrement savonneuse, donc ça enlève mieux les acariens et ça les étouffe plus ou moins. Donc évidemment, il ne faut pas laisser le serpent trop longtemps dedans. Mais après, toutes les méthodes douces qui sont conseillées sur internet, genre huile de Nîmes, trucs comme ça, oubliez, il y a no way, on a fait une vidéo avec Damien de Taurus là-dessus, c'est du pipeau, hein. L'huile de Nîmes ça marche pas, en plus c'est à moitié toxique, donc ça on oublie. Il n'y a pas vraiment de méthode douce quoi, pour le traiter sur l'animal, c'est pour ça que le Taurus c'est vraiment une révolution, c'est vraiment un truc génial, c'est un parasite qui mange le parasite en fait, donc, mais il mange les adultes, il mange les larves et il mange les œufs, donc c'est vraiment génial, c'est totalement bio, on peut le verser comme on veut dans le terrarium, on s'en occupe pas, il dézingue tout. Et moi chez moi, j'ai pas beaucoup de terrarium dans mon appart, j'en ai je sais pas peut-être 10 ou quelque chose comme ça. C'est nickel, j'ai plus un acarien, j'en mets régulièrement, j'ai plus un acarien, ça marche super bien. Surtout ça tue les œufs et tout ça, parce que évidemment on va pouvoir bouger avec certaines choses les adultes, mais les œufs sont hyper résistants. Ils résistent au froid, ils résistent à la chaleur, ils résistent aux insecticides, ils résistent à la digestion des serpents. Donc c'est vraiment très compliqué de s'en débarrasser et ils en pondent partout. Donc franchement le Taurus c'est top. Et après au niveau de nettoyage, une méthode douce que je peux vous conseiller qui n'est pas un insecticide, c'est d'utiliser un nettoyant vapeur dans vos terrariums. Parce que la vapeur est à une centaine de degrés quand elle sort, et les œufs des acariens ils meurent au-delà de 60 degrés. Donc ça tue les œufs aussi, ça tue les larves, ça tue tout. Donc la vapeur c'est top. Voilà. Le Vaporetto. Vaporetto. Je sais pas si on peut faire de la pub, à moins qu'ils nous payent. On fait ce qu'on veut, on est sur YouTube. Il y a Carapacitaire Sam qui pose une question. Est-ce qu'il peut vendre des varans sans qu'ils soient pucés? Alors, tu peux vendre des varans sans qu'ils soient pucés, mais il faut d'abord qu'ils soient à une taille qui fait que tu ne puisses pas les pucer. S'ils sont à une taille où tu peux les pucer, tu ne peux pas les vendre sans les pucer. Mais si par exemple c'est des juvéniles et que tu ne peux pas les pucer, là tu peux les vendre, mais il faut les accompagner de photos d'identité. Donc une photo de l'animal face dorsale en plus il ne faut pas les faire n'importe où, les photos il faut les faire sur une grille quadrillée de 1 cm à échelle 1 cm, que des petits carrés de 1 cm sur 1 cm pour qu'on voit l'échelle du lézard. Donc on s'empête tous les jours quand on vous vend c'est Kevin qui le fait surtout. Et c'est Kevin, bravo, toujours l'homme de l'ombre, qui fait ce genre de choses, à faire des photos, donc une de la face dorsale, une de la face ventrale et une du profil de la tête. Et tu joins ces photos au certificat de cession ou à la facture que tu fais à ton client. Voilà. Mais par contre, s'ils ont la taille requise, et d'ailleurs, il faut avoir une dérogation pour pouvoir expliquer aux gens qui contrôlent qu'un vétérinaire t'a dit que tu ne pouvais pas les pucer à cette taille-là. Nous, on a un papier de notre vétérinaire qui dit que en dessous de 150 grammes, 180 grammes, en fonction des animaux, on ne peut pas les pucer. Donc comme ça, si on est contrôlé, on peut montrer ce papier et ça fait foi, comme quoi on ne mitonne pas. Quoi, en gros. Yeah. Y a Jacques Sanctum Nac Wow. qui... ça c'est bien black metal comme nous. Jack Sanctum. Yeah. Lui, il va revenir sur le Herp of the Month. Ok. Les varans. Avec plaisir. À propos du tristis, il veut savoir le sexage du tristis. Est-ce qu'on peut le faire à l'aide de la grappe d'épines derrière les pattes arrière? Est-ce que c'est viable? À quelle taille c'est viable? Alors, effectivement, il y a un dimorphisme sexuel sur les tristis.
et sur pas mal de petits varans australiens. Donc c'est au niveau de la base de la queue, sur les côtés, il y a une grappe d'écailles protubérante. Non, elle dit qu'elle y a déjà répondu. Ah d'accord. Ah bon bah tant pis. Protubérante, en fait, qui est très très exacerbée chez les mâles. Mais ça, malheureusement, on peut le voir qu'à taille adulte. Et en plus, il faut avoir des mâles et des femelles pour comparer. Parce que, en fait, elles sont plus ou moins développées en fonction des individus. Et donc, c'est très difficile de pouvoir se baser uniquement là-dessus, surtout si on n'a qu'un seul spécimen. Après, sur les juvéniles, c'est impossible parce qu'elles ne sont pas encore assez développées. Donc là, on ne pourra pas. Donc, il y a des dimorphismes sexuels comme ça quand ils deviennent grands. Donc, il y a ces grappes d'écailles. Il y a la largeur de la tête, la morphologie de la tête est différente chez la plupart des varans, chez les mâles et les femelles. Donc chez les Chrysis orientalis, les hémipénis sont calcifiés. Donc à partir d'une certaine taille, on peut les radiographier et on voit s'il y a la calcification des hémipénis ou pas. Donc si c'est calcifié, c'est que c'est un mâle, si c'est pas calcifié, c'est que c'est une femelle. Et si on a un doute, on peut aussi échographier. Et si vous êtes doué comme le docteur Lionel Schilliger et que vous avez le bon appareil, vous pouvez voir s'il y a les testicules ou les follicules chez les femelles. Très bien, très bien, très bien. Alors Anthony Barrault, il a une bonne question. Ouais, je trouve. On parlait de Hog Island tout à l'heure, c'est boa nain. Vu que c'est des nains, est-ce qu'ils rentrent quand même dans le quota du 3 boa constrictor avant de devoir être capacitaire? Alors malheureusement oui, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que le législateur, les gens qui font les lois et puis qui contrôlent chez vous, n'ont pas envie de s'embêter. Le législateur est conscient que les gens qui contrôlent ne sont pas des experts. Donc à partir du moment où vous avez un boa constrictor imperator ou maintenant boa imperator, il voit l'espèce. Donc il peut être méga nain. Ils s'en foutent. C'est comme avec les réticulés nains. Ça peut être un animal de moins de 3 mètres, totalement nain, tout petit. Pour eux, c'est du Python reticulatus. Ça passe en dangereux. Pour les boas, c'est la même chose. Même si vous avez des boas dits nains, comme le législateur n'est pas assez qualifié pour faire la différence, ils vont dire que tous les boa constrictors, ils font partie du texte de loi. Donc du coup, vous ne pouvez en avoir que 3 sans être capacitaire. Parfait. Justement, je vais répondre à une question de Maxime GS. Il pose une question qui ressemble un petit peu. Faut-il être capacitaire pour reproduire les boas? Bon non. Non, absolument pas. Est-ce qu'on dépasse automatiquement le quota avec une repro? Non, pas du pas tout. Toujours, hein. Non, pas du tout parce que en fait, le quota, il n'est que pour les adultes que vous gardez en reproducteur. Il n'est en aucun cas sur vos animaux de reproduction. Donc évidemment, si vous les gardez et qu'ils deviennent des reproducteurs, là vous serez hors quota. Mais si par exemple vous avez un couple de boas et vous avez une portée de boa, les bébés ne sont pas considérés comme faisant partie de votre cheptel. Donc en fait vous allez faire une déclaration de naissance chez votre vétérinaire et après vous les cédez de manière gratuite ou onéreuse à des particuliers ou des professionnels, mais eux ne font pas partie. Par contre, si vous en sélectionnez 2 pour dire moi je les garde, ceux-là deviennent des futurs reproducteurs, donc c'est pas pareil. Mais si c'est des bébés qui sont destinés à la vente, ils font pas partie du quota. Très bien. Il y a Yann Simon qui pose une question à propos des terrariums en OSB. Il veut savoir ce qu'on en pense. On le sort le barbecue. Alors, en toute sincérité, c'est pas du tout pour parce qu'on est jugé parti, qu'on ne vend pas de terrarium en ESB et tout ça. Si on n'en vend pas, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'on trouve pas ça très pertinent. C'est un bois qui est pas très résistant, c'est un bois qui est râpeux, qui est difficile à nettoyer. Voilà, donc le seul avantage des terrariums en ESB, a priori, c'est qu'ils sont pas chers sur internet parce qu'on voit certains de nos clients qui en achètent pour 80 €, un truc de 1,20 m et tout ça. Voilà, c'est pas cher, mais on en a pour son blé, quoi. C'est-à-dire que vous allez le monter vous-même, donc il faut faire des joints, ça va fuir. Au bout d'un moment, les joints ils se barrent parce que voilà, donc ça fuit, vous avez du pipi et de l'eau partout. Donc à la limite, si c'est pour mettre un pogona, donc une espèce qui fait pas beaucoup d'urine, qui est sec, biotope sec et tout ça, vous pouvez prendre un terrarium en ESB. Maintenant, ça sera difficile à nettoyer et tout, il faut peut-être le revêtir de lino, mettre du carrelage, des choses comme ça pour que ça soit plus simple, parce que le bois,
il va s'imprégner de l'odeur de l'urine et ça va sentir mauvais. Donc si vous avez des acariens, je vous raconte pas sur de l'ESB, ça s'incruste de partout, il y a des œufs partout et tout à désinfecter, à enlever, c'est la galère. Donc franchement, moi l'OSB, je suis pas du tout fan. Il y a des bois vachement mieux si vous voulez faire un terrarium en bois. Prenez des bois, même le mélaminé à la limite, je trouve que c'est mieux parce qu'au moins il y a une pellicule dessus qui permet de le nettoyer plus facilement. C'est lisse, bon, c'est très lourd, mais ça dure pas beaucoup dans le temps. Enfin, faut bien faire le truc pour que ça dure dans le temps. Et sinon après il y a le CTBX filmé, donc il y a un bois, c'est un contreplaqué marine en fait qui est filmé. Donc il y a des gars, ils font des aquariums avec carrément. Ça, j'avais utilisé ça pour faire le terrarium de Macreilly à l'époque. Bon, c'était bien, mais les joints, pareil, les joints avaient merdé et j'avais de l'eau qui avait coulé partout. Mais bon, l'OSB, moi, c'est pour ça qu'on n'en vend pas, parce qu'on pourrait très bien en vendre. J'aime pas, je suis pas pour. Je trouve que ça a pas mal d'inconvénients. Ouais, c'est dur à nettoyer. Hein. Ouais, voilà, dur à nettoyer, dur à étanchéifier, voilà. Okay. Et c'est pas très durable. On a Sophie Poilane qui nous pose la question suivante. Ah, Sophie et Franck, ça va les mecs? Bonne année, hein? Bonne année. Je sais pas qui vous êtes, mais coucou. Ah si, Sophie et Franck, ils étaient là au Boïdé, et c'est eux qui ont acheté la femelle diamant. Ah d'accord, ok, les chanceux. Voilà. La question toute bête, toute simple. Est-ce Oh, que tu sais le gringalet, celui qui fait pas de muscu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est nous, t'as dit, oh putain, un jour je serai comme ça, peut-être quand je serai grand. Dans mes rêves. Elle me demande est-ce que les lampes basking spot sont bonnes pour les serpents? Oui. Oui, un basking spot, c'est quoi? C'est une lampe à incandescence, en fait, c'est un spot, voilà. Bon, vous pouvez les utiliser pour les serpents, ça fait de la lumière et de la chaleur. Le seul, moi, pourquoi je préfère les halogènes, c'est parce que les basking spots, c'est juste un spot à filament et ça casse très vite, quoi. Ça casse super souvent. Donc il peut durer une semaine, il peut durer 6 mois, il peut durer 1 mois. C'est très aléatoire. Je trouve ça assez fragile. C'est pour ça qu'à la boutique et dans nos terrains à nous, à l'élevage et tout ça, on utilise plutôt des petits halogènes. Voilà. Et à la fois c'est plus solide et aussi l'avantage de l'halogène, c'est que pour un wattage équivalent, ça émet beaucoup plus de chaleur. Très bien. C'est bientôt la fin, donc on va se dépêcher. Il y a Marsupilami qui il est toujours présent. Hein. Merci de fidélité. Merci Marsupilami. Je te vois déjà bondir sur ta grande queue. Ouba. Lui, il voudrait que tu reviennes un petit peu sur l'incubation. Tu avais parlé de ta pièce incubateur. Ah ouais. Et je pense en gros, qu'est-ce qui est important dans l'incubation? Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'incubation? Ou alors, quelle est la méthode Hussard Bon, il n'y a pas de méthode Hussard. Moi, j'ai utilisé la méthode de plein d'autres gars. Hein, j'ai rien inventé. Mais en fait, dans l'incubation, c'est assez simple au final. Les bons ingrédients, c'est quoi? C'est un container isotherme. Donc quelque chose qui permet de garder une température homogène, voilà, si dans la pièce il fait plus froid, plus chaud. Donc ça peut être une boîte polystyrène, quand on n'a pas beaucoup d'œufs, ça peut être un frigo et ça peut être une pièce comme j'avais fabriqué. Après ce qui est important, c'est un élément de chauffage qui soit thermostaté. Donc pour les boîtes polystyrène, les frigos, on peut utiliser des capes chauffants ou des tapis chauffants, ça marche très bien. Le plus gros ingrédient, c'est le thermostat. Et le top thermostat pour fabriquer des incubateurs, c'est le Habistat Pulse Proportional. Pourquoi? Parce que je vous l'avais expliqué quand je vous ai présenté les thermostats. En fait, il ne fait pas on-off, il envoie un goutte à goutte de courant, il garde votre appareil de chauffage chaud et c'est précis au 10e de degré. Et ça, c'est valable pour des petites structures comme des pièces, parce que c'est ce que j'avais aussi dans les pièces avec une Power Boost. Et donc, on a un container isotherme, on a un très bon thermostat qui nous permet de garder une température stable. Alors certaines espèces de reptiles demandent une diapause, donc une baisse de température la nuit, mais parlons de choses simples comme des pitons, des varans, des couleuvres, etc. Donc une température homogène, aux alentours entre 28 et 31 degrés en fonction des espèces, ou 26 et 31 degrés en fonction des espèces. Donc ça c'est assez simple à faire au final, avec le bon matériel. Et surtout, le gros truc, le gros secret, c'est d'utiliser la bonne boîte pour mettre les œufs, qui soit suffisamment, où il y ait suffisamment d'air dedans, et le bon média. C'est-à-dire le substrat d'incubation doit être un bon substrat. Donc il peut être de plein de sortes, ça peut être de la vermiculite, ça peut être de la tourbe, ça peut être de la perlite, ça peut être rien, juste une grille avec de l'eau en dessous. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Ce qu'il faut, c'est que ça ne soit pas blindé de flotte.
c'est qu'il faut arrêter les plans 100% d'hygrométrie, de la flotte partout. C'est comme ça que ça flingue les œufs parce qu'il y a trop de bactéries qui se développent, il y a trop d'humidité, c'est une ambiance insalubre. Vos œufs, c'est des êtres vivants, ils ont besoin d'être dans une ambiance qui soit saine, une fois de plus. Donc il faut aérer ces œufs régulièrement, qu'ils aient de l'oxygène, surtout à la fin de l'incubation, parce que les petits, ils pompent de l'oxygène à mort à travers l'œuf à la fin de l'incubation. Donc ça, c'est très important pour pas qu'ils s'asphyxient. Beaucoup d'oxygène, mais surtout, arrêtez de mettre plein d'humidité. Il faut mettre qu'un peu d'humidité dans le substrat. Donc au niveau du mélange, moi je mets à peu près 50-50 en poids, pas en volume. Donc c'est très peu d'eau au final. Et en fait, en général, j'ai 80-90% d'hygrométrie, un truc comme ça, mais j'ai aucun ruissellement. Si j'ai du ruissellement, c'est que c'est trop humide, je change tout. Donc en fait, c'est très important qu'il n'y ait pas de ruissellement. Donc surtout, arrêtez les plans, 100% d'hygrométrie et tout, des ruissellements partout. Si vous voyez du ruissellement, c'est que ça va foirer. Donc, ou alors, il faut que vos œufs ils soient hyper costauds. Donc, aucun ruissellement. Moi, j'avais 0 ruissellement. Et je dis j'avais, mais en fait, on a toujours 0 ruissellement. Enfin, on fait en sorte d'avoir 0 ruissellement. Et voilà. Et comme ça, les œufs de reptiles, ils s'incubent très bien. Finalement, c'est pas si compliqué par rapport à des œufs d'oiseaux qui doivent être retournés, etc. Où là, ça vaut le coup d'acheter un incubateur qui vaut 1500 €, qui vous retourne les œufs. Avec les reptiles, c'est franchement de la connerie d'aller acheter un Grumback à 1500 €. C'est surdimensionné. Franchement, vous pouvez faire aussi bien avec un habistat à 75 €, un tapis chauffant ou un câble et un frigo que vous récupérez ou une boîte polystyrène, ou le faire dans une pièce. Ou un frigo Coca-Cola, si vous voulez voir vos œufs, faire un truc un peu classe dans votre pièce d'élevage, ou 2 murs et une porte-fenêtre. Enfin voilà, c'est un contenant isotherme et c'est finalement assez simple. Le secret, c'est de bien faire son substrat d'incubation. Très bien. On va prendre la dernière question. Allez, c'est parti. Putain, il est déjà 21h30. Ça passe vite quand on est ensemble, les amis. Désolé. Mais on se revoit bientôt. Eh ben ouais, le mois prochain. La question que j'ai là, elle me plaît bien. C'est Geoffrey Duterme. Non, pardon, Grégory Imbert. Voilà, je me suis trompé. Vous pratiquez l'incubation maternelle? Si oui, des conseils. Est-ce qu'on laisse les œufs à la mère? Alors, c'est une bonne question, ça c'est une bonne question et c'est une question pour ceux qui ne savent pas. C'est que certains, notamment les pitons, certains serpents, notamment les pitons, couvrent leurs œufs. Donc les couleuvres ne couvrent pas leurs œufs donc les pitons le font. Donc en fait l'idée c'est quoi? C'est que la mère, une fois qu'elle a pondu, elle trouve un site de ponte qui lui convient, elle pond ses œufs et elle s'enroule autour et elle va thermoréguler ses œufs. D'ailleurs c'est assez étonnant pour un animal qui est ectotherme, qui est censé pas produire de chaleur. Elles sont capables d'élever la température de leur corps de quelques degrés en fait en frissonnant. Donc le fait de frissonner, d'avoir des contractions musculaires, ça va augmenter légèrement la température de leur corps, pardon. Donc elles n'utilisent pas que ce moyen, elles vont aussi choper de la chaleur à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles peuvent exposer leur tête par exemple à l'extérieur du nid et donc prendre l'exposition au soleil et par circulation sanguine, chauffer leur corps. Ou des fois, elles quittent carrément les œufs. J'ai déjà vu ça dans des reportages, notamment sur les pitons de Séba dans les terriers en Afrique. Ah, j'ai vu le même. Voilà, et où en fait, la femelle part, elle va chercher de la chaleur, elle revient et elle se met autour des œufs. Donc en fait, les œufs, ils font le yo-yo. Donc c'est pas vrai que ça doit être tout le temps pile poil, parfait et tout. Sinon les œufs, ils partent en vrille et tout. Non. La mère, il va y avoir des moments où c'est plus frais, c'est plus chaud, etc. Mais on les garde plus ou moins dans cette atmosphère. C'est souvent dans un tronc ou dans un terrier, ou c'est rarement à l'air libre, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une certaine hygrométrie autour quand même. Faut pas que ça soit trop sec ou qu'il y ait le soleil qui tape directement sur les œufs. Donc, en captivité, notamment chez les Morelia viridis et chez les Morelia en règle générale, il y a des fois des gens qui font une incubation maternelle. Donc en fait, il faut pour cela, pour que ça marche, il faut qu'elles aient un bon site de ponte. Donc qu'elles soient dans une boîte de ponte avec un substrat en dessous qui soit adapté, comme par exemple de la sphène, c'est plutôt pas mal parce que ça pourrit pas. Ça résiste à l'humidité et tout. Si elles urinent et tout ça, des fois elles urinent pour augmenter l'hygrométrie et tout, ou simplement parce qu'elles ont envie d'uriner. Donc ça va absorber tout ça et les œufs vont être bien dans cet environnement. Donc
elle, il faut lui donner des conditions thermiques qui soient adaptées, donc pas qu'elle ne se retrouve pas à 20 degrés, la pauvre, et sans moyen de chauffer ses œufs et tout ça, que les températures soient plutôt aux alentours des températures d'incubation. Et donc après, il faut vérifier que ça sèche pas trop, peut-être de temps en temps pulvériser un petit peu. Moi personnellement, j'ai jamais fait ça. La seule fois où j'ai essayé de le faire, c'était il y a je sais pas, 20 ans, ma première ponte de piton-molure, elle s'était mise autour et j'avais pas d'incubateur de près et tout, je pensais pas qu'elle allait pondre et j'ai essayé de le faire, je mettais des linges mouillés, enfin je me suis pris comme un manche et mes œufs ils ont périclité. Mais bon, j'étais pas prêt, voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont du succès comme ça avec les Morelia viridis, ça marche. Il faut juste garder des conditions autour, comme je vous l'ai expliqué, qui permettent à la femelle de garder ses œufs dans les bonnes conditions de température et d'hygrométrie. Mais c'est assez intéressant à voir. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'évidemment, on contrôle beaucoup moins ce qui se passe. Et aussi que la femelle va passer tout le temps de l'incubation des œufs à couver ses œufs. Du coup, elle ne va pas remanger. Du coup, très souvent, dans la nature, elle ne pond pas 2 années d'affilée. Et là, c'est ce qui se passera. Probablement qu'il faudra 2 ans pour se remettre de cette reproduction. Et c'est pour ça que le fait d'incuber les œufs artificiellement, on peut renourrir les femelles plus tôt. Et on peut avoir la chance de peut-être avoir une reproduction aussi l'année d'après. Voilà. J'aime, moi ça m'a passionné cette question-là, cette réponse, je veux dire. Ouais, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Bonne question. Merci d'avoir posé. C'est super intéressant et vous pouvez trouver sur YouTube sûrement des vidéos qui montrent ça et même des reportages. Moi j'en avais vu un super beau de la BBC sur les pitons de Seba, donc en Afrique du Sud. Et les femelles qui pondaient dans les terriers et ils avaient télémétré une femelle, donc ils lui avaient mis à la fois un émetteur et ils lui avaient mis une sonde thermique qui transmettait la température du corps de la femelle. C'était vraiment super bien branlé comme expérience et tout ça. Et on voyait la femelle sortir. Et après, il la regardait avec une caméra thermique. Donc tu voyais la femelle. La caméra dans le terrier, on voyait tout ce qui se passait, les mouvements du corps pour réchauffer les œufs. Exactement. Et la caméra thermique, en fait, on voyait la femelle le matin qui était toute grise parce que elle n'était pas chaude, qui sortait du terrier et puis elle revenait toute rouge parce que là, elle était chaude. Donc on la voyait rouge à la caméra thermique. Elle revenait autour des œufs et tout ça. C'était assez passionnant comme reportage, je vous le conseille, je ne me rappelle plus du titre, mais vous pouvez sûrement le trouver sur YouTube. Ouais. Et vous avez sur YouTube aussi, je vous le rappelle, la chaîne YouTube Reptiligne. Donc avant de se quitter, je voulais aussi vous dire merci pour tous ceux qui nous mettent des super commentaires sur les vidéos, ça fait toujours motivant, merci. Vachement plaisir, ça nous motive et on est très heureux de partager tout ça avec vous. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est hyper cool, regardez les vidéos qu'on met sur Facebook. Donc là prochainement ce week-end je vais mettre une vidéo sur la manipulation de serpents. Donc c'était aussi pour faire un petit peu de promo parce que je vais organiser 2 formations sur les serpents, la manipulation en confiance et le conditionnement positif des serpents, comment lire le comportement des serpents, donc ici à Gazeran. Donc une qui sera le dernier dimanche de janvier, donc le 27 janvier. Et l'autre qui sera le 24 février. Donc il y a 15 places pour chaque formation. Il y aura, comme pour les parents, une partie en salle où j'expliquerai toutes les techniques et tout ça, et une partie en boutique où là on manipulera tous ensemble des animaux de toute taille et de toute espèce. Et vous verrez que comme d'habitude, les serpents ne sont pas agressifs, ils ont juste peur de nous et on peut les mettre en confiance très facilement. Et n'importe quel serpent peut être très facile à manipuler à partir du moment où il n'a plus peur de nous et où on s'y prend bien. Donc les serpents, c'est nos amis les gars, arrêtez de dire qu'ils sont agressifs, c'est cool. Merci, et sur ces bonnes paroles, il est temps